Cette émission vous est offerte par Sar Assurance Côte d'Ivoire. Il a tendu son micro plus grand, interrogé les plus puissants et porté haut les silences du continent. Alain Foka, journaliste de conviction et voix singulière du monde francophone, a quitté RFI, mais n'a pas quitté le combat. Celui de l'émancipation intellectuelle, de la souveraineté médiatique et de la réécriture du récit africain. Libre, plus que jamais, intransigeant, comme toujours. Dans un contexte géopolitique en pleine reconfiguration, Rendez-vous avec l'Afrique s'entretient avec lui autour des enjeux brûlants de l'heure. L'émergence de l'Alliance des États du Sahel, la recomposition des influences, notamment russes en Afrique, la situation politique au Cameroun et les nouveaux terrains d'engagement d'Alain Foka, au-delà des ondes de RFI. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous avec l'Afrique. Alain Foka, bonsoir. Bonsoir Jules. On se retrouve. Alors aujourd'hui avec toi, on va parler de l'Afrique de manière générale parce que tu es l'un des historiens du présent de l'Afrique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Africains qui connaissent autant l'Afrique que toi. Tu y as consacré l'essentiel de ta carrière. Mais avant, j'aimerais t'inviter à répondre à une première question. Est-ce que tu es du genre à être curieux de savoir ce que les gens pensent de toi, de ton travail, de ce que tu fais? Je suis curieux de savoir ce que les gens attendent et ce que je peux leur donner. Et puis le métier de journaliste, c'est d'abord la curiosité. Donc oui, je suis curieux, oui. Alors, figure-toi, nous avons baladé notre micro dans quelques capitales africaines, pas tous, pour poser des questions aux gens. Première question, est-ce que vous connaissez ce monsieur sur la photo? Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de lui et notamment de son travail? Donc, je t'invite à regarder cela et nous revenons tout de suite après. Oui, je connais bien la personne. Alain Foka. Le grand Alain Foka. Panafricaniste Alain Foka. C'est notre fameux journaliste Alain Foka. C'est Alain Foka. Il s'agit bien de Alain Foka. Alain Foka. Alain Foka. Le célèbre journaliste Alain Foka. Alain Foka, je sais qu'il est né au Cameroun, à Douala. Il a fait ses études, une partie en tout cas. Je crois qu'il a fait l'ESTIC, l'ancienne appellation dans les années où il était là. Il a continué son parcours en Europe. Il a fait des écoles, je ne connais pas beaucoup les noms, mais je sais qu'il a travaillé à RFI. Je suis un des journalistes influents d'ailleurs à RFI. Alain Foka est spécialisé dans le média. C'est un journaliste. C'est un grand journaliste. Qui a fait ses preuves, qui a de l'expérience aussi. Alain Foka, c'est Archives d'Afrique. Archives d'Afrique sur Radio France Internationale. C'est quelqu'un qui connaît bien l'histoire de l'Afrique. Il parlait des histoires africaines, des grands hommes africains, notamment certains grands présidents africains. Il nous a emballés dans ses présentations et tout, comme il voyage dans toute l'Afrique. Et puis il a un carnet d'adresses très puissant qui pèse. Il est souvent avec les stars et les personnalités politiques, les présidents. C'est une émission au cours de laquelle il a interviewé beaucoup de chefs d'État africains. Ces émissions qui tournent vers des personnalités qui ont marqué le continent. Ce portrait qu'il fait de ces personnalités-là, qui nous permettent à nous, d'une certaine génération, de pouvoir revivre ce qu'ont été ces personnalités. Des fois, il nous apprend des choses qu'on ne comprend, qu'on ne connaissait même pas à partir de notre pays, le Sénégal. C'était des émissions captivantes. Un brave Africain. Depuis longtemps, il a exercé à RFI. C'est un très grand journaliste. Alain Foka, je dirais désormais un ancien journaliste à Radio France Internationale, où il a carrément fait toute sa carrière.
Alain Foka, c'est une voix de la radio. Nous, en tant qu'Africains, on ne fait pas cet effort quand même d'essayer de se comprendre. Mais Alain, bon, il essaie à travers ses émissions. L'émission phare, je dirais même vedette d'Alain Foka, c'est Archives d'Afrique. Ça nous a permis aussi de découvrir l'Afrique, hein, sur le plan politique, culturel, sociologique. C'est quelqu'un qui lutte beaucoup pour l'Afrique. C'est la mémoire de l'Afrique. C'est celui qui retrace aujourd'hui des pans de l'histoire que nous, notre génération, n'a pas connu. Alain Foka était un grand journaliste, que j'ai souvent écouté à RFI. J'apprenais de lui sur les ondes de RFI, mais c'était dans le passé. Mais par après, j'ai lu dans un document qu'il veut venir installer son projet, un de ses projets au Togo et à Lomé. C'est là-bas que j'ai plus fait des recherches sur lui et puis j'ai vu ses œuvres et j'ai beaucoup aimé. Il démissionne de RFI. Ne quitte pas Radio France Internationale qui veut, mais qui peut. Et quand j'ai pu lire son tweet qui annonçait son départ, j'ai vu derrière ça un homme qui s'assume, un homme libre, un homme qui ne se laisse pas barricader, un homme qui a envie de s'exprimer, qui n'avait pas forcément toutes les marges de manœuvre pour s'exprimer dans ce cadre qu'est RFI. Et donc, il s'est extirpé de ce cadre-là pour pouvoir s'exprimer librement. Son franc-parler, sa manière de s'exprimer, déjà en tant que journaliste, c'est quelqu'un qui, tout de suite, quand il commence par parler, il capte l'attention. Et je pense que si vous suivez cette chronique aujourd'hui sur sa nouvelle chaîne, il y a des choses qu'il dit aujourd'hui qu'il ne pouvait pas dire quand il était à RFI, par exemple. Ce qui m'a marqué, c'est ce côté de l'homme, liberté. Après, il a créé sa propre chaîne qui, depuis un bon bout, est en train de prendre également de l'ampleur. Une bonne initiative en quelque sorte, hein, de vous donner donner un point de vue africain de l'information aussi. Parce que d'après ce que j'ai compris de lui, il a dit que l'Occident a toujours influencé l'information dans son sens. Nous aussi, on doit avoir notre narratif. Ça aussi, je suis d'accord, on doit avoir notre propre narratif. C'est un journaliste, par exemple, qui a une chaîne YouTube à laquelle je suis abonné. Sa nouvelle chaîne, Afo, Alain Foka officiel, c'est quelqu'un qui fait de très bonnes analyses sur la géopolitique au plan mondial et qui essaie toujours de tirer l'attention sur l'avantage que l'Afrique pourrait tirer de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Je suis beaucoup ces émissions à la télé. Il cherche, c'est un chercheur, il cherche beaucoup d'informations et c'est ce que je connais de lui. Il nous instruit beaucoup. Nous, on n'est pas habitué à ce qu'un grand journaliste ait des émissions d'une telle chaîne. Toute personne doit grandir dans la vie et tu ne vas pas t'éterniser chez quelqu'un. Parce que RFI, ce n'était pas son média. Si aujourd'hui, il a fait un bond en avant. À un moment donné de la vie, quand on a fait ses preuves quelque part, il faut aussi explorer d'autres horizons. Quand il part, il a l'intention de créer son média qui se veut panafricain. C'est un panafricaniste. C'est un grand panafricaniste. Mondialement reconnu, qui a fait ses preuves dans le domaine médiatique. Panafricaniste, une personnalité de nationalité camerounaise qui a porté l'Afrique à travers ses différentes émissions, à travers ses positions. Surtout ces temps-ci, je l'écoute avec beaucoup de plaisir lorsqu'il porte l'Afrique, lorsqu'il se met en position de ce que je pourrais qualifier de panafricanisme pragmatique à travers des actions. Je le vois animer des conférences sur des thématiques qui portent sur des questions de développement du continent. Alors, un commentaire? Je suis très très flatté de voir comment les gens me perçoivent et qu'ils aient chevillé mon nom à celui de l'Afrique, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un peu le but, c'est que mon champ d'action, mon terrain de jeu a été l'Afrique tout entière et je suis content qu'ils aient gardé cette image de moi. La seule correction que je pourrais apporter, c'est que je n'ai pas fait l'ESTIC, l'école de Yaoundé, journalisme de Yaoundé, non, je ne l'ai pas faite puisque juste après mon bac, je suis parti.
Alors, est-ce que tu es impressionné par ce niveau de notoriété? Parce que à aucun moment, dans aucune capitale, on n'a pas rencontré quelqu'un qui ne te connaissait pas. Pour quelqu'un qui, à la base, est de la radio, c'est assez surprenant. Disons que ça apporte un peu plus d'obligations. Ça m'oblige à être de plus en plus meilleur parce que je me dis il y a des attentes et que je dois les satisfaire. Mais c'est très flatteur, évidemment. Alors, l'une des qualifications qu'on a vu revenir à plusieurs reprises dans la vidéo, c'est panafricaniste. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un panafricaniste? Au sens des réels, parce qu'on a un peu galvaudé ce nom panafricaniste depuis quelque temps. Si panafricaniste, c'est aimer l'Afrique et servir l'Afrique, oui, j'en suis particulièrement content et je pense que c'est ce qui a toujours été ma motivation. C'est ce qui guide mes pas tous les jours, c'est que je pense qu'on a un combat que nous devons mener pour notre dignité et que c'est ensemble qu'on doit mener ce combat et que plus on est nombreux à mener ce combat, mieux c'est. Alors chacun doit jouer sa partition, je joue simplement la mienne. De façon maladroite peut-être par moment, mais c'est ce qui m'anime chaque jour lorsque je me lève en disant qu'est-ce que je peux faire pour aider ce continent qui a été malmené par les autres et qui a besoin aujourd'hui d'être pris en compte, d'être connu, d'être mieux traité. Alors, Alain, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères toujours comme juste un journaliste? Parce que c'est une question qui, moi, me préoccupe un peu. Est-ce que tu es juste un journaliste aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte des cadres, des schémas, des cases dans lesquelles on nous place. C'est-à-dire que quelqu'un soit juste journaliste et ne puisse pas avoir d'opinion, ou que quelqu'un soit activiste et ne puisse pas écrire. Je pense que je ne suis jamais entré dans aucune de ces cases. Je suis journaliste parce que ça a été mon métier pendant toutes ces années, parce que j'ai été formé pour ça. Mais en même temps, est-ce que ça m'enferme pour être simplement journaliste? Non, je refuse ce cas-là. Je pense qu'on doit avoir une opinion. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je choisis de dire je fais un média d'opinion, assumé, en faisant de la recherche et en développant mon argumentaire avec les techniques journalistiques qui sont les miennes. Donc non, je ne peux pas être simplement un journaliste, je suis un journaliste, mais je pense qu'un Africain doit être plus que ça et qu'on ne doit pas l'enfermer dans des petites cases, il est journaliste, il ne pense pas, et encore que c'est un vaste mensonge, parce que quand on dit un journaliste est, comment on dit déjà, objectif, il n'est pas un objet, ou bien qu'il doit être neutre. C'est absolument ridicule de penser qu'on puisse être neutre. Déjà, rien que le fait de vouloir parler d'un sujet fait qu'on est déjà plus neutre. Créer un média, ce n'est pas neutre, c'est qu'on a un message à passer. Et par conséquent, je refuse cet enfermement-là. J'ai une opinion et je la fais valoir. Ça me rassure parce que justement, je voulais aborder avec toi plusieurs sujets et j'avais peur que tu me répondes « je suis journaliste ». Donc je suis totalement rassuré que j'ai affaire à la fois aux journalistes, aux leaders d'opinion que tu es aujourd'hui. Alors nous sommes en 2025 et c'est une année charnière pour plusieurs pays africains et je sais que tu suis ces pays parce que tu couvres l'actualité dans toute l'Afrique depuis des années. Le premier pays sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, c'est la Côte d'Ivoire, parce que tu as produit il y a quelques semaines de cela un débat sur les élections et la crainte que l'on peut avoir à l'arrivée des élections en Côte d'Ivoire, un peu une sorte de bis repetita. Alors je voudrais qu'on s'arrête. Déjà, pourquoi avoir tenu à faire ce débat-là sur Infomédia et bien sûr Vox Africa? Pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire est un pays phare de l'Afrique francophone. C'est un grand pays. On l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un grand pays et qui connaît des transformations extraordinaires. Mais c'est aussi un pays qui est à l'image de tout ce qui se passe sur le continent. Nous avons un pays où on est en train de répéter exactement ce qui s'est passé il y a quelques années et pour moi, ça m'embêterait qu'il tombe encore, qu'il sombre encore dans la violence. Parce que c'est un pays phare et parce qu'on l'aime tous. Je sais que certains diront c'est pas ton pays, sauf que moi j'aime l'ensemble des pays africains et que pour moi, si tous ces pays vont bien, l'Afrique va aller bien. Et la Côte d'Ivoire, pour moi, est importante. Or, quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'on rejoue un match
qui s'est joué il y a quelques années, où on exclut quelqu'un pour ses origines, pour son appartenance à tel ou tel groupe, et ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que je pense que ça doit se jouer sur le tapis vert, pour parler de façon un peu sportive, où à la réalité, chacun doit pouvoir compétir. Et j'ai peur que cette exclusion produise encore les mêmes effets qu'il y a quelques années, c'est-à-dire que les gens se déchirent pour ça, tout simplement. Je ne juge pas, je constate. Oui, mais il y a un fait aujourd'hui, et je crois que d'un point d'achoppement, c'est que les opposants à Alassane Ouattara lui reprochent de neutraliser tous les potentiels opposants sérieux. L'ancien président Laurent Gbagbo n'est toujours pas inscrit sur la liste électorale. Il y a le cas de Tidiane Thiam. Je voudrais qu'on s'arrête déjà sur le cas de l'ancien président Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous percevez cela? Parce qu'il a été acquitté par la justice internationale, mais il est encore sur le coup d'une affaire un peu alambiquée en Côte d'Ivoire. Alors comment vous percevez ça? Je trouve que, de mon point de vue, je trouve que c'est absolument ridicule. Pas parce que je suis pro ou anti-Gbagbo. J'ai mes opinions et nos relations varient. C'est quelqu'un que je respecte, qui a été président de la République en Côte d'Ivoire. Ce qui me marque, c'est que on a envoyé quelqu'un à La Haye. Il est en prison à La Haye. On le juge en disant qu'il est absent et on le condamne pendant qu'il est absent. À La Haye, il a été totalement acquitté. Il est acquitté. Ouais. Il revient, la condamnation du pays reste. Oui, on vous dit il fallait être là pour être jugé. Comment il devait faire pour être jugé à la vérité? Ce qui me frappe, c'est plutôt qu'on en soit encore là et qu'on recommence les mêmes histoires. S'il est acquitté à La Haye, je pense qu'on devrait revoir le jugement au pays parce qu'il n'a pas été absent de son fait. Il a été absent parce que le même pays l'a envoyé à La Haye. Donc il y a quelque chose qui est dérangeant, je pense, non? Et ça n'a rien d'opinion, là. C'est juste un constat que je fais. Ce monsieur, on a parlé également de la condamnation sur l'affaire de la fameuse banque à Boaké. Et tu l'as écouté dans l'interview qu'il m'a accordée. Il dit on m'accuse d'avoir braqué la BCEAO. Ok. Gbagbo braquant la BCEAO, c'est un peu fort de café. Mais bon, je ne viens pas pour juger, peut-être qu'ils ont des éléments que je n'ai pas, mais moi je cherche ces éléments-là. Mais une fois que vous avez dit ça, et qu'il était à La Haye, et que vous l'avez envoyé à La Haye, comment vous le condamnez pendant qu'il est absent? Maintenant il est revenu, pourquoi est-ce qu'on ne recommence pas? Puisqu'il était absent, pas de son fait. Bref, c'est compliqué. Et puis, est-ce que c'est le moment encore de créer une crise? C'était justement la question que je voulais poser. Est-ce que ce problème doit être résolu au niveau du juridisme et tout? Est-ce que c'est pas juste une affaire politique? Parce que, mine de rien, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire relève d'une décision politique. Tout à fait. Alassane Ouattara aurait pu le garder en exil. Donc, pourquoi, selon vous, il ne va pas au bout de cette logique pour laisser Gbagbo compétir? J'ai un peu de mal avec ça. Je sais que dans la politique, on essaie toujours de disqualifier l'adversaire. Peut-être qu'il faut être plus élégant dans la manière de disqualifier. Je pense que ça manque un peu d'élégance, mais c'est un point de vue. Ça manque un peu d'élégance parce qu'on aurait pu tout simplement trouver le moyen de faire qu'il compétisse et puis on voit ce qu'il vaut sur le tapis rouge. Et puis je vois un peu ça sur le tapis vert. Et puis je vois un peu ça comme la preuve que peut-être que le président Alassane Ouattara veut remettre ça. Parce que pourquoi éliminer toutes ces personnes? Je m'interroge. On se rappelle aussi, et on fait un peu d'histoire, qu'il y a quelques années, c'est Alassane Ouattara qui était un peu dans la même situation. Dans la même situation. Et il a fallu une décision politique courageuse de Laurent Gbagbo pour qu'Alassane Ouattara puisse compétir. Et je peux dire, ayant suivi la crise ivoirienne, que c'est une décision qui a beaucoup fait mal à l'intérieur du camp Gbagbo, qui lui a créé beaucoup d'inimitié parce qu'il y avait des caciques qui étaient totalement opposés. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'Alassane Ouattara se rappelle de ça? Parce que, admettons-le, sans Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara n'aurait pas pu être président de la République en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ben c'est ça qui me chagrine un peu, parce que je ne prends pas souvent position dans ce genre de choses, compte tenu de ce que ça suscite comme commentaire, comme violence verbale après. Mais à la vérité, je me dis, il faut peut-être qu'on ait un peu de mémoire, que sur ce coup-là, le président
Alassane Ouattara devrait avoir un peu de mémoire. Et puis, est-ce qu'on a besoin de cette nouvelle crise en Côte d'Ivoire? Il a travaillé pendant toutes ces années, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. On regarde la Côte d'Ivoire a considérablement changé. Chacun peut juger comme il le sent. Mais peut-être que c'était le moment de montrer l'élégance en disant « Ok, vas-y aux élections et puis on va voir ce qui va se passer. J'ai mon bilan pour moi, etc. » Quel est l'intérêt de créer une nouvelle crise politique dans le pays? Alors, à côté de Laurent Gbagbo, il y a le cas Tidjane Thiam, qui est un cas un peu particulier, a-t-on envie de dire. Comment est-ce que vous appréhendez cela? J'ai deux lectures là-dessus. La première, c'est que on n'est pas conséquent avec nous-mêmes. Il faut à un moment donné qu'on se dise, soyons sérieux. On regarde les grandes nations au monde et on se rend compte que que le rôle de leur diaspora est particulièrement important. Quand tu regardes Singapour est devenu Singapour aujourd'hui grâce à sa diaspora. Ceux qui ont remis Singapour sur les rails, c'est sa diaspora. Quand tu regardes l'État d'Israël, qui aujourd'hui est dans un autre camp, mais quand tu regardes, c'est sa diaspora qui est sa force. D'accord? Mais quand tu reviens en Afrique, tu te dis, c'est bizarre que la diaspora soit ainsi stigmatisée, exclue du jeu politique, où on utilise tous les subterfuges pour écarter ceux qui sont à l'extérieur, alors que c'est une force. Ça, c'est le premier élément que je constate. Comment on peut en arriver à exclure les gens simplement parce qu'ils ont pris une autre nationalité? On vous répondra que c'est la loi, on te répondra c'est la loi. La loi est faite par les hommes, et la loi, on la modifie, elle évolue. Et j'estime qu'à un moment donné, on doit se dire, est-ce qu'on est conséquent? Et puis on est dans une hypocrisie collective. Toutes ces personnes qui disent ça ont des passeports cachés. Toi, tu le sais. Et quand tu regardes, nous, en tant que journalistes, on sait qui porte quel type de passeport. Oui, on a eu à croiser certains dans les aéroports. Ils sont du côté des étrangers. C'est-à-dire voilà. Vous rencontrez les autorités de vos pays. Absolument. Et quand on demande des passeports français et européens, vous êtes surpris de les voir prendre un autre chemin. Donc, on est dans une hypocrisie collective qui est nocive, qui est dangereuse. Chacun d'entre nous, si on se met à faire ce type de papier, c'est juste que j'aime pas beaucoup le journalisme qui consiste à entrer dans la vie privée des gens, mais il y a des passeports que nous avons brandis qui sont des passeports d'autres pays. Et ça ne fait pas qu'ils soient moins national, qu'ils soient moins patriotes. J'estime que c'est un faux débat. Exclure Tidjane Thiam pour ces raisons-là, pour moi, c'est complètement loufoque. Ensuite, il y a à côté de ça le fait que le même président Alassane Dramane Ouattara a subi ça dans sa chair, l'exclusion. Il a subi ça d'être accusé toute sa vie d'étranger. Tout le monde se souvient de cette stigmatisation du président Alassane Dramane Ouattara, burkinabé, voltaïque, tout ce qu'on veut. Il a dû s'expliquer, américain, etc. Il s'est expliqué et les vidéos circulent encore. Que ce soit sous son règne, sous sa présidence, qu'on soit en train d'exclure quelqu'un pour les mêmes raisons, un enfant né dans ce pays, dont le père a été ministre dans ce pays, ses frères ont servi dans ce pays, qu'on soit en train de l'exclure pour ça, ça me dérange un peu. On peut entrer dans le juridisme, faire dire au droit ce que l'on veut. Mais la réalité, elle est celle-là. C'est qu'on est en train d'exclure un enfant du pays simplement pour des raisons juridiques, pour des raisons de papier, administratives, qui sont pour moi un faux débat et qui risque d'apporter des troubles dont on n'a pas besoin. Laissons-le aller compétir. Est-ce qu'il va gagner? Ce n'est pas certain. Est-ce qu'il a la popularité qu'on lui attribue? Je n'en sais rien. Mais arrêtons avec des faux sujets qui, à un moment donné, nous mettent dans des situations inextricables. Aujourd'hui, il y a un monsieur dont le père a été ministre, dont les frères travaillent au pays, qui a porté un passeport ivoirien. On dit non, il a porté aussi un passeport français, il a renoncé à Satar, etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu ridicule quand on parle de tout ça? Est-ce qu'il aime la Côte d'Ivoire ou pas? Le président Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il aime la Côte d'Ivoire ou pas? Il a montré qu'il aime la Côte d'Ivoire et il a fait 3 mandats déjà, sans trahir la Côte d'Ivoire, en servant la Côte d'Ivoire. On peut juger de la qualité, etc., mais il a servi la Côte d'Ivoire. Comment peut-il laisser aujourd'hui qu'on exclue quelqu'un qui a à peu près le même parcours, qui a à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts, simplement parce qu'on dit non, il a porté tel passeport à telle date, etc. Ce débat, je ne rentre même pas dedans parce que j'estime que c'est ridicule. Les lois sont faites par les hommes et on les adapte.
en fonction des contextes et des situations. Alors, on va sortir de la Côte d'Ivoire, mais avant, je voudrais quand même te demander, est-ce qu'on a autant de raisons de s'inquiéter comme on peut l'entendre ça et là? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une surenchère à la peur? Parce que le contexte n'est véritablement pas le même. On n'a plus la rébellion, le pays n'est plus divisé en deux. Est-ce qu'on peut... Qui attendait la rébellion à l'époque? Est-ce que quelqu'un savait que la rébellion viendrait? D'où elle viendrait? Je pense que plus on diminue les risques, mieux c'est. Et je parle là à des financiers qui savent qu'on doit le plus possible éloigner le risque. Aujourd'hui, qu'il y ait un mort ou deux demain, c'est 2 morts de trop. Qu'il y ait des violences, c'est des violences de trop. Surtout quand on a construit le pays comme il est en train de le faire, on n'a pas besoin de ça. Et on ne sait jamais où le feu s'allume. On ne sait jamais. Est-ce qu'on a besoin de jouer avec les allumettes pour voir si ça va? Parce qu'on s'est dit, l'essence est loin. Je ne suis pas de cet avis-là. Il y a un risque. L'exclusion entraîne toujours un risque. Exclure quelqu'un par nature, ça suscite chez d'autres une réaction qui peut être faible, qui peut être forte, mais qui peut présumer de ça, je ne sais pas. Surtout qu'on a parlé de Laurent Gbagbo, de Tidiane Thiam, mais on n'a pas parlé de Guillaume Soro, qui est également exclu, qui est en exil. Et on connaît qui est Guillaume Soro, on connaît son parcours, on connaît aussi le poids qu'il continue à avoir, bien qu'étant en exil en Côte d'Ivoire. Le cas de Guillaume Soro, comment est-ce que toi, Alain, tu l'apprécies? Parce que c'est un cas, je t'ai vu interviewer Guillaume Soro à plusieurs reprises, tu connais très bien Guillaume Soro et la situation en Côte d'Ivoire. On sait tous aussi que si Alassane Ouattara est président aujourd'hui, il le doit au minimum à Guillaume Soro. Il s'est lâché, Guillaume, et il a expliqué le lien qu'il a avec le président Ouattara. J'ai du mal à comprendre. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre qu'on exclue tout ce monde-là du jeu politique. J'ai beaucoup de mal. Alors que je m'attendais à ce que ce président qui a fait 3 mandats déjà, qui a un certain âge, se dise, bon, on va apaiser, on va remettre surtout, les choses à plat. Je te coupe pas, mais surtout qu'on se rappelle de ce discours qui avait fait pleurer certains, en disant il est temps de passer le pouvoir à une autre génération. Qui suppliait les Ivoiriens de le laisser partir pour se reposer et s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, etc. Qu'on en soit là aujourd'hui, je m'interroge. Il y a de quoi s'interroger ou pas? Maintenant, je sais que c'est quelqu'un qui est d'une intelligence remarquable et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on en soit là? Guillaume Soro, c'est son proche. Ils étaient très proches. Il lui a fait des promesses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? On aimerait bien savoir. Mais pour moi, je trouve que tout c'est bien dommage. Parce qu'en réalité... Les partisans d'Alassane Ouattara accusent Guillaume Soro d'avoir été impatient. Et donc, ça fait qu'on doive l'exclure de la compétition? Je suis un peu curieux de comprendre ce raisonnement-là. Je me demande, qui sont impatients? Ça, c'est son problème. Maintenant, qu'on le laisse aller devant les électeurs, ils feront leur choix. J'ai écouté des gens dire, je ne laisserai pas des gens mettre le désordre dans ce pays. Peut-être que c'est en empêchant à ces gens-là d'être là que le désordre viendra. On a vu comment le désordre est arrivé. Et Guillaume Soro faisait partie de ceux qui sont allés lever une armée. D'accord? Pour qui? Chacun le sait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ça arrive aujourd'hui à nouveau? Je ne sais pas. Alors, la solution, ce serait peut-être qu'il y ait une grande amnistie, qu'on remette tout à plat, qu'on rebatte les cartes, parce qu'on peut parler également de Charles Blé Goudé, qui est également dans cette situation, qui est totalement déchu de ses droits civiques, qui se retrouve dans une situation compliquée où ses avoirs sont toujours gelés, etc. Lui aussi, qui comme Guillaume Soro est un acteur assez important dans la scène. À la vérité, Jules, moi j'y comprends rien. J'y comprends rien parce que j'ai discuté il y a quelque temps, juste après que le président Ouattara ait mis le 3e mandat, en disant, bon, ben, je pense que c'est le mandat de l'apaisement. Avec un homme politique que je ne vais pas citer ici et qui était un proche du régime actuel, en disant ça va être le mandat de l'apaisement. Je me rends compte qu'à la fin de ce mandat, on n'est pas dans l'apaisement parce que je me disais tout le monde va pouvoir discuter. Et quand le président Gbagbo est revenu, quand Charles... Oui, on a vu des images assez impressionnantes, assez émouvantes. Voilà. Gbagbo, Bédié, Ouattara, on se disait enfin, c'est le début de la vraie réconciliation. Eh bien là, je suis un peu déçu qu'on n'en soit pas là.
Du fait de qui? Et puis, moi, je suis curieux, hein, j'aimerais bien pouvoir l'interviewer, le président Ouattara. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas interviewé pour qu'il me l'explique. Qu'il soit assis, comme je suis assis devant toi, pour dire voilà pourquoi. Et qu'il ne sorte pas le juridisme, parce que le juridisme, on en fait ce qu'on veut. Je veux dire, on sait bien que dans nos pays, et pas que dans nos pays, on utilise le droit à des fins très très politiques, et ça arrive très régulièrement, c'est même généralement la pratique. Alors tu me donnes là une transition parfaite, inespérée même, parce que question de droit et de juridisme, il en est pleinement question aujourd'hui dans un pays que tu ne connais que trop bien, c'est le Cameroun. Et comme tu le sais, Alain, il y a quelque chose qui revient. Alain Foka, il parle de tous les pays, il parle de la Côte d'Ivoire, il parle du Centrafrique, il parle du Sénégal, mais il parle très peu, moi je préfère dire très peu du Cameroun. Je reviens avec cette question, ça fait un peu plus d'1 an qu'on avait déjà eu une interview. Est-ce qu'entre-temps les choses ont changé ou est-ce que tu parles toujours aussi très peu du Cameroun? J'ai envie de parler du Cameroun. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme la Suisse. On ne parle pas du Cameroun. Est-ce que tu as fait un peu le monitoring sur les médias internationaux, hein, pas le mien, internationaux, du nombre de fois où les médias internationaux parlent du Cameroun? C'est très peu, très rare. Hein? On me fait ce procès parce que je suis Camerounais d'abord, donc je devrais en parler un peu plus. Visiblement, je n'en parle pas assez. Dans cette même tribune, qui est la tienne, j'avais déjà donné mon point de vue, chacun sait très bien ce que je pense du régime en place. Après 43 ans, on ne peut pas être efficace, je ne crois pas, et chacun voit le résultat, ce n'est un secret pour personne, et ceux qui me suivent savent que je l'ai toujours dit. Mais maintenant, le procès que l'on me fait de ne pas parler de ça, j'aimerais, pour ceux qui sont... Oui, parce qu'Alain fait beaucoup de chroniques. Que les autres mettent. Peut-être que je suis mauvais là-dessus, finalement. Peut-être que je suis mauvais là-dessus, c'est fort possible. Que ceux qui me font le reproche le fassent à ma place, j'apprécierais. Mais dans des Ivoiriens, il te des répondra, des Maliens, etc. Il te répondra, ils ne sont pas Alain Foka. Bon, parce qu'on sait qu'il y a Alain Foka. Par eux. Non, c'est pas une affaire d'être mis en mission, mais tu as un aura aujourd'hui, tu as un poids, tu as une voix, et une chose qui est dite par Alain Foka n'est pas la même, n'a pas le même impact que dite par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on veut que je dise d'autre que je n'ai déjà dit? En plus, le plus dur, Jules, tu es Camerounais, fais donc parler un ministre camerounais. Essaye pour voir. Ils ont choisi une technique qui est de ne pas parler. D'accord? Ailleurs, tu as des ministres qui parlent, tu as une communication. Je ne sais pas où est la communication camerounaise. Et ça marche. Parce que du coup, tu n'as pas d'interlocuteur pour contrer les arguments. C'est-à-dire, si tu parles du Cameroun, sur ton plateau, tu n'auras que ceux qui sont de l'opposition. Ensuite, il y a une chose qui est fabuleuse dans le cas du Cameroun, c'est que tu ne sais pas qui est opposant et qui est au pouvoir. À part le principal opposant qui est Maurice Kamto, un coup, tu vois, dès que tu as dit du bien de Kamto, les mêmes te tapent dessus, et le lendemain, ils sont dans l'opposition. Bref, je m'y perds un peu dans ce marigot qui est un peu un cas d'école. J'aimerais bien comprendre, c'est-à-dire que le jour où je dis du bien de Kamto, on va me trouver une tribu. Ils sont de la même tribu. Le jour où je ne dis rien, ceux de Kamto vont dire il est avec les autres. Donc de toute façon, tu prends les coups, quel que soit ce que tu fais. C'est une histoire un peu complexe. Et elle est complexe aussi parce que je suis Camerounais, c'est-à-dire que si je ne serais pas Camerounais, je dirais quelque chose que ça n'aurait pas la même connotation. Mais ce qui me surprend, et là je vais parler de ma manière de voir ce pays-là, ce qui me surprend dans ce pays, c'est qu'il y a des gens qui ont confisqué le pouvoir en utilisant des arguments complètement loufoques, des arguments complètement dépassés. La tribu. Telle est de telle tribu dont forcément il est contre le régime. Telle est de telle tribu dont forcément il est pour le régime. Dans un pays où il y a 67% de métissage, 67% des Camerounais sont d'une tribu ou d'une autre, bref, mélangés. Mais il y a une petite minorité qui a réussi à faire croire que c'est une histoire de tribu. C'est pour ça que j'ai dit, on ne fera pas une guerre tribale au Cameroun. Pour la simple et bonne raison que si tu veux faire la guerre, dans ta propre famille, tu as toutes les tribus possibles. Et je n'arrive pas à comprendre que les Camerounais ne se soient pas réveillés pour dire, bon, on arrête la supercherie, ce n'est pas une histoire de tribu, il n'y a pas de bons dans une tribu et de mauvais dans l'autre. Des idiots, on les trouve dans toutes les tribus, comme des compétences, effectivement. Comme des compétences, et qu'on en soit encore là où des gens
classe en fonction des tribus. Ceux-là, c'est des mauvais, ceux-là, c'est des commerçants, ceux-là, c'est des grandes gueules, ceux-là, c'est des voleurs, etc., etc. Ça ne se présente pas comme ça. Et le débat, il est faussé. Moi, j'attends des Camerounais qu'à un moment donné, ils se disent, bon, allez, on arrête avec cette histoire de tribus et parlons de bilan, parlons de projet. Je n'entends pas de projet. Je n'entends pas de bilan. Il y a beaucoup plus de bruit au Cameroun. Il y a du bruit en réalité. Mais il n'y a pas la place pour parler de quelque chose de construit. Et ce qui est spectaculaire, c'est que c'est l'un des pays, sinon le pays qui a le plus de ressources humaines, des gens qui sont des diplômés, etc., etc. Mais à aucun moment tu ne vois des gens se dire, bon, on va arrêter avec le grand mensonge, on va arrêter avec cette supercherie pour parler des choses réelles. Quand tu écoutes les gens parler dans ce pays-là, tu as l'impression qu'il y a 2 camps, ou maxi 3, alors qu'il n'y a pas de camp tribal. C'est pas possible. Quand tu écoutes les noms, Jules, au Cameroun, on va te dire, les grandes familles, Kadji, c'est les Bamileke. Je prends juste la famille Kadji, qui est l'une des plus grandes fortunes du Cameroun. Quand tu fais un reportage sur la famille Kadji, il y a même moins de Bamileke que des autres tribus. Parce que les enfants se sont mélangés. Parce que tout le monde s'est mélangé. Mais dès que tu dis le mot Kadji, Bamileke. Et c'est dans toutes les tribus. Tu vas chez les Bassa, tu trouves les Bamileke, tu trouves les Bétis, tu trouves, etc. Quand tu poses la question, tu te dis, mais une fois qu'on est mélangé tel qu'on est, qu'est-ce qui empêche aux gens d'ouvrir les yeux pour dire, notre problème n'est pas un problème tribal, c'est un problème de gouvernance. Et la gouvernance, elle est mauvaise, ce n'est un secret pour personne. Je me rappelle, je ne sais pas qui avait dit ça, qui disait il y a 2 tribus au Cameroun en fait. La tribu de ceux qui mangent et celle de ceux qui ne mangent pas. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est la vérité. Je vais dire, Jules, dans ce pays, quand vous allez dans la zone du président de la République, en pays Béti, là-bas, il n'y a pas plus d'écoles qu'à l'ouest du Cameroun, chez les Bamileke. On ne coupe pas moins l'électricité là-bas que dans la zone Bamileke. Il n'y a pas plus de routes là-bas. Quand vous allez dans les écoles, les autres ont conçu des écoles privées. Ceux qui sont à la table de la mangeoire, les ministres et compagnie, n'ont pas construit d'école dans leur village. Pourtant, dans leur village, on les supporte, alors qu'ils devraient être dénoncés dans leur village. Donc, ce n'est pas une histoire tribale, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que les gens se réveillent en disant « c'est quoi l'avenir ?» Et quand vous aimez vos enfants, vous ne leur cédez pas un tel avenir. Alors, on s'est focalisé sur les tribus et sur une personne, etc. Quand on parle de tribus, le premier de ce pays est d'une tribu. Son second, en cas de vacance du pouvoir, est d'une tribu, d'une autre tribu. Le président Biya est Béti, le président du Sénat est Bamileke. Le troisième, le président de l'Assemblée nationale est du Nord. Donc ce n'est pas une question tribale, si je vois bien. Ok? Le Premier ministre est anglophone. Donc la répartition n'est pas là. Ça n'a rien à voir avec la tribu. C'est ça qui m'agace et qui fait que je n'ai pas trop envie de parler de ça parce qu'on est dans l'irrationnel complet. Puisque quand tu regardes, à la vérité, tout le monde est là. C'est la gouvernance qui est mauvaise. Mais pour cacher cette mauvaise gouvernance, chacun s'est réfugié derrière une tribu. Tu as des ministres, leur seul fonds de commerce, c'est de dire qu'ils défendent une tribu. Tribu qu'ils ne servent pas en réalité. Parce que si vous allez dans leur village, pour aller là-bas, il n'y a que la route qui va dans sa villa, du village. Mais à côté, il n'y a rien. C'est la misère. C'est la misère. Alors, je voudrais quand même, parce qu'on a parlé d'exclusion tout à l'heure, revenir aussi sur une potentielle exclusion au Cameroun du principal opposant, notamment le professeur Maurice Kamto. Comme tu as dû le suivre, il y a un gros débat aujourd'hui sur l'éventualité de sa candidature portée par son mouvement, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et on a vu tous les experts de droit sortir pour essayer d'expliquer. Grands experts qu'on voit à la télévision tous les jours. Justement. Alors, comment est-ce que tu regardes ça sans entrer dans le débat technique du mandat impératif qui est nul? Moi, j'y comprends rien. J'y comprends rien. Il y a un monsieur qui a été ministre de la République, et pas n'importe lequel, qui s'est battu pour ce pays-là. Chacun se souvient de ce qu'il a fait pour récupérer Bakassi, que les Nigérians étaient en train de récupérer. Qui un jour est opposant. D'un coup, il est devenu le diable. Mais puisque j'en parle, on va dire, tiens, il défend son frère Bamileke, Maurice Kamto, que je suis kamtiste.
Donc, je n'ai plus le droit d'en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde qu'on soit en train de débattre de la candidature d'un homme qui a déjà été candidat par ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'on soit toujours dans des trucs loufoques? J'ai écouté distraitement les débats à la télévision avec des grands professeurs de droit et on s'est dit, si c'est ça les professeurs de droit, on ferait mieux de garder nos enfants à la maison. La vérité, elle est simple. Jules, sans être camptiste ou anti-camptiste ou ce qu'on veut, qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas en train d'aller aux élections avec un candidat de l'opposition qui a déjà été candidat et qui n'a pas été si mauvais que cela? Et puis, le président de la République, si on veut, et ça se joue sur le terrain. Moi, si je parle de ça aujourd'hui, c'est que moi, ma plus grande crainte, c'est les morts et les arrestations qu'il va y avoir. On pourrait en faire l'économie. On pourrait en faire l'économie. Et personne ne se soucie de ça. Or, je n'ai jamais vu dans ces morts dans la rue les enfants des ministres ou les enfants des autres. C'est toujours ceux qui, à côté, sont ceux qu'on envoie comme chair à canon. La vérité aujourd'hui, c'est que pour moi, si on me demande mon avis, mais je suis rien, hein. Je le dis tout de suite à ceux qui vont commencer à s'agiter, je ne suis pas grand-chose, et je ne représente rien, et je n'ai même pas le droit de voter dans ce pays-là. Mais la vérité, c'est que laissons que tout le monde aille aux élections, que tout le monde aille aux élections, et puis on va avoir les résultats. Il y a déjà été, le pays n'a pas brûlé. Laissons-le aller aux élections, tout simplement, comme d'autres. Cabral Libye, je ne sais pas si mon ami Joshua Ozi, que toutes ces personnes aillent aux élections, et puis ça se joue là-bas. Arrêtons avec ce faux juridisme. Nous utilisons des textes qui ne sont même pas les nôtres, dont nous avons hérité, qui ne correspondent pas à une réalité de chez nous. Et ça, c'est notre débat de toujours. Bien sûr. Et nous en devenons les gardiens. C'est devenu un dogme où on ne se définit que par rapport à la connaissance qu'on a de ces documents, ces gros documents qui nous concernent finalement. Alors, Alain, tu as posé un problème qui, moi, m'interpelle à chaque fois, la crainte des morts. Dès qu'on parle d'élections en Afrique, dès qu'on parle de manifestations, ça rime avec mort. Et il y a eu également une autre polémique au Cameroun au lendemain du meeting de Maurice Kamto à Paris, qui a pris l'exemple du Sénégal en relevant le fait que les Sénégalais s'étaient levés et qu'il y a eu 50 morts, mais ils avaient réussi au prix de ce sacrifice-là à pouvoir mettre au pouvoir les dirigeants qu'ils souhaitaient. Ce que j'ai envie de voir avec toi, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait de la mort un synonyme de l'élection? Pourquoi on fait de la manifestation un synonyme de l'élection? J'ai fait une chronique il n'y a pas longtemps où je faisais l'inventaire des victimes des élections depuis 90. C'est juste ahurissant. 90, le vent de démocratie souffle sur le monde entier et arrive sur le continent. Tout le monde veut la démocratie. Et on commence le cycle électoral. Pas grand-chose n'a changé. Quand on regarde les statistiques, 77 ou 80, je ne sais plus, des dirigeants qui étaient aux affaires sont restés aux affaires. Ce qu'on a compté, c'est les victimes dans la rue. Ce qu'on a compté, c'est les gens qui sont allés en prison. À un moment donné, il faut savoir tirer les conclusions. Est-ce que c'est ça notre problème? Est-ce que la démocratie électorale, c'est ça le débat? Est-ce qu'on doit sacrifier autant de monde pour ça? On va me dire oui, aucune grande révolution dans le monde ne s'est faite sans que le sang ne coule. Mais à un moment donné, est-ce que c'est ça la règle? Mais on n'est même pas dans le cadre des révolutions. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui utilisent l'armée pour maintenir leur pouvoir. Parce que, en réalité, et j'aime souvent prendre cet exemple, on se rappelle des casses en France. À l'époque de Sarkozy, il y avait, je pense, plus de 32 000 véhicules brûlés, mais on n'avait pas eu un mort. Récemment, avec la victoire du PSG, il y a eu des casses, 260 voitures. Il y a eu des morts, mais par accident. Il y a eu quelqu'un qui est décédé parce qu'un chauffeur l'a renversé par panique, étant autre chose, mais il n'y a pas eu de mort du fait des forces de sécurité. Alors, pourquoi est-ce que dans les pays africains, dès que l'opposition veut manifester, on dit que l'opposition amène les gens à l'abattoir, à la mort? Non, moi je ne pense pas que ce soit l'opposition la question. La question n'est pas l'opposition, elle a le droit de manifester. Donc, les manifestations, ça s'organise. Non, je veux dire, dans la réalité, ce n'est pas le cas, mais normalement, elle devrait pouvoir manifester en toute quiétude. Et je vois pas mal de pays où ça manifeste sans qu'il y ait des morts. D'accord? Le problème, c'est les armées et les ordres que l'on donne à l'armée.
Le problème, c'est la formation de l'armée qui ne connaît que la violence dans ce genre de circonstances, notamment le commandement de l'armée. Est-ce qu'on n'a pas des armées qui ne sont pas suffisamment formées pour gérer les manifestations? Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, une armée doit pouvoir avoir des instructions telles qu'elle n'est pas juste létale, sa réaction. Et nous avons des armées chez nous. Jules, quand tu regardes toutes nos élections, il y a des morts. C'est beaucoup trop. Et ça m'obsède, moi. Voilà pourquoi je parle de ça. Et à la fin de la journée, les mêmes gagnent. Les mêmes l'emportent. L'armée est au service d'un bonhomme qui est aux affaires et qui parfois même outrepasse les choix de celui qui est au pouvoir. Donc du coup, je me dis, comment on va faire pour que ces gens-là aient discipliné cette armée pour qu'on puisse manifester en toute quiétude? Il ne te vient pas à l'esprit que j'empêche une manifestation. Mais ce que je regarde un peu, qu'est-ce que ça va donner à la fin de la journée? Et j'essaie d'être réaliste tout simplement. Alors, on va sortir du Cameroun en revenant quand même sur celui qui est considéré comme le problème principal du Cameroun ou la solution, selon l'angle dans lequel on se place. Il s'agit de Paul Biya. 92 ans, presque 93, donc 43 ans à la magistrature suprême. Et aujourd'hui, certains de ces militants, pas tous, parce qu'il y a pour une fois des voix vraiment dissonantes à l'intérieur du parti, l'appellent à se représenter pour un nouveau mandat de 7 ans. Qu'est-ce que cela t'inspire? Honnêtement, j'estime que ce monsieur a fait son temps et qu'on doit le laisser tranquillement s'en aller. Je crains le mandat de trop. On disait déjà ça pour le mandat de 2018. Hein? Oui, bon, mais sauf qu'il n'avait pas 92 ans. Hein, c'est un record extraordinaire. Quand tu vois les sorties, quand tu vois les lieux où il va, ça te fait plus de la peine qu'autre chose. Parce que ce monsieur a gagné le droit de se reposer. Maintenant, si les gens le convainquent d'y aller, laissons-le y aller. Laissons-le y aller et on va voir ce qui va se passer. Je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il faut dire qu'il ne soit pas candidat. Maintenant, est-ce que c'est raisonnable? Je pense à titre personnel que ce n'est pas très raisonnable. À titre perso. Mais qu'on empêche qu'il y aille, je ne suis pas pour qu'on empêche qu'il y aille. S'il décide d'y aller en toute connaissance de cause, en toute lucidité. Mais c'est toute la question, Alain, parce que comme tu le sais, certains estiment aujourd'hui que le président Biya est pris en otage par des réseaux autour de lui qui l'utilisent un peu comme la figure totémique pour pouvoir... On le pense tous, mais maintenant, on le pense tous, mais on le pensait déjà il y a quelques années. Ouais. Donc finalement, je m'interroge et je me dis, je ne veux pas me prononcer sur cet aspect des choses. L'aspect sur lequel je vais me prononcer tout simplement, c'est que j'espère qu'il le fait en toute lucidité. Et j'estime qu'à un moment donné, il faut savoir s'en aller. Tout simplement. Maintenant, il y a un autre débat, et je pense que toi et moi, je t'ai déjà fait cas de ça, c'est que il faut aussi que dans les oppositions, on donne une alternative de sortie aux gens. Quand vous dites il faut qu'il s'en aille en disant il va rendre gorge, pourquoi vous voulez qu'il s'en aille? C'est ça la question. C'est que est-ce qu'on ne devrait pas avoir une opposition plus courageuse pour aller lui dire ne t'en fais pas, on va... Mais c'est ce que Maurice Kamto a fait à Paris. Dans son meeting à Paris, il a clairement dit, lui, président, il s'engage à protéger le président Biya et sa famille. Il ne lui arrivera rien. Il a dit qu'il est prêt. Je n'étais pas au courant, mais... Si, j'étais pas au courant, mais ça, c'est une attitude très belle. Ça fait réagir au Cameroun, notamment le ministre Grégoire Ona qui a réagi en disant que le président Biya n'avait pas besoin. Mais Maurice Kamto, lors de son meeting à Paris, a insisté là-dessus, en disant qu'il est prêt même à avoir certains de ses militants à dos, mais pour lui, le président Biya et sa famille doivent être protégés et il prend l'engagement. Oui, non, je pense qu'il faut promettre ça aux dirigeants aux affaires. Parce que quand tu regardes dans la plupart de nos pays, la crainte de ces dirigeants, c'est l'après. Et ça se termine toujours au tribunal, ça se termine toujours avec la prison, etc. Avec l'exil. Avec l'exil aussi. Parfois pour certains, pour les plus voilà, avec l'exil. Alors que quand vous êtes aux affaires, vous vous dites, si c'est pour aller en prison, mais je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. C'est humain. C'est humain. Personne n'a envie de dire, je fais ça pour aller en prison après. Donc vous vous accrochez au fauteuil. J'espère que ce n'est pas ce qui fait que le président Biya reste encore là. Mais ce ne sont que des suppositions. Moi, j'aime bien parler des choses sur lesquelles j'ai prise. Là, ce que je souhaite, moi, c'est que
tout le monde puisse se présenter et que s'il veut se présenter, qu'il se présente et que les Camerounais puissent juger par eux-mêmes. Voilà. En espérant qu'on aura une élection transparente. Parce voilà, que ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Les élections transparentes au Cameroun, comme dans beaucoup de pays subsahariens, encore que ce n'est pas que les pays subsahariens, puisqu'on voit comment ça se passe aussi dans certaines grandes nations aujourd'hui. La bataille est la bataille du système, mais j'espère qu'on va en parler, la bataille du système qui est d'avoir on va dire des règles qu'on a héritées des autres et que nous ne maîtrisons pas toujours et où on est devenu plus royaliste que le roi, mais qu'il faut revoir le système. Pour moi, c'est un débat des systèmes. Jules, moi j'ai un problème avec ça. Dans tous nos pays, on accuse les chefs. À tort ou à raison, il y a des endroits où on a raison de les accuser parce qu'ils n'ont pas toujours donné les résultats. Il y a des endroits où ils ont essayé et n'y sont pas arrivés. Et on a une cible qui est facile, sur laquelle on tape toute la journée, et ça fait du bien. Le soir, quand on a pris des verres avec des copains et qu'on a tapé sur le président, on va se coucher en se disant « on a été dur ». Mais chaque fois qu'ils se succèdent, c'est la même chose. J'ai vu des opposants arriver aux affaires avec toute la détermination, et quand ils repartent, on a les mêmes accusations. Et personne à un moment ne se dit « c'est peut-être le système, c'est peut-être les règles ». Et c'est un peu comme si nous, on était lobotomisés, on ne pense pas à toucher aux règles. Elles sont saintes, sacro-saintes. C'est le blanc qui nous les a laissées. Et on doit garder ça comme ça. Sauf que même chez le blanc aujourd'hui, dans ces nations-là, on est en train de dire est-ce que ces règles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont encore adaptées? Et je pense que notre débat doit se concentrer sur ces textes-là, ce système-là que nous devons adapter. Les règles du jeu. Quand les règles ne sont pas bonnes, on doit pouvoir les faire évoluer. On doit pouvoir les modifier. Surtout que ces règles nous ont été imposées. On nous a laissé des textes. Jules, c'est tout bête. Voilà quelqu'un qui arrive chez vous, il viole votre femme, il tue vos enfants, il coupe les mains, il vous bat, il vous réduit à l'esclavage, il vous prend tous vos biens. Bref, il vous fait le pire que l'on puisse faire à un être humain. Et en partant, il vous dit, voici les règles avec lesquelles vous devez régir votre maison. Ce sont mes règles et vous devez les respecter. Et vous dites que vous êtes souverain. Il est parti depuis longtemps, mais c'est ces règles qui vous régissent dans votre maison. Ces constitutions, elles sont mauvaises. Ayons le courage de dire, est-ce qu'elles sont adaptées à nous? Et adaptons-les à nos traditions, à notre culture, à nos us et coutumes, à notre réalité, à notre environnement. À partir de ce moment-là, c'est nos règles et nous allons vivre avec. Mais dès que tu touches à ces règles-là, tu es le diable, tu es le dictateur, le sanguinaire, etc. Bien sûr qu'il y en a parmi nous. Bien sûr qu'on ne change pas les règles du jeu en cours du match. Mais à un moment donné, quand ça ne marche pas, quand ça a pris tant d'années que ça ne marche pas, ayons le courage de dire ce n'est pas adapté et changeons-les, commençons à les changer. Ce n'est pas Dieu qui a donné ces textes, c'est notre bourreau, c'est celui qui nous a malmenés, c'est celui qui nous a tués, c'est celui qui a violé nos femmes, c'est celui qui a pris nos biens qui nous a laissé ces textes. Et il a laissé ces textes pour continuer de régner, pour continuer de nous avoir sous sa coupe. Ayons le courage d'être suffisamment intellectuels, pas diplômés, pour dire ces règles, commençons de concert à les changer. Les autres les ont changées. Les Chinois aussi ont été colonisés, ils ont changé les textes. Les autres aussi ont fait leurs textes qui sont adaptés à eux. À leur réalité. Donc les gens me font ce reproche en disant « oui, tu ne parles pas assez, tu ne reproches pas assez ça aux autres ». Parce que j'estime que c'est les textes qui sont mauvais, que c'est le système qui est mauvais. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « je veux faire une belle carrière de dictateur ». Non, je ne crois pas. Toutes ces personnes que tu rencontres qui sont aux affaires ont envie de bien faire, mais dans un cadre qui n'est pas bon, avec des moyens qui ne sont pas suffisants. Sans véritable contre-pouvoir. Sans véritable contre-pouvoir. Et il y a l'ivresse du pouvoir qui s'installe forcément. Voilà, donc pensons plus système que les hommes. Ils se sont succédés tous, ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas tombés du ciel, ces gens-là. Ils sont nés d'une mère, d'un père comme toi et moi. Et ils ne partaient pas en disant « je vais être méchant ». Pourquoi en arrive-t-on là? Interrogeons-nous et essayons de toucher à ces règles-là. Alors, on va marquer une petite pause et pour marquer cette pause, je voudrais qu'on visite ce que nous on appelle ici ton empreinte digitale. On s'intéresse à la vie digitale de nos invités. On a fait la même chose avec toi et on va essayer de voir ce que vaut Alain Foka sur le méta. À tout de suite. Nous voici en transit au continent Cameroun.
où nous déployons ce tout autre numéro d'empreinte digitale. Pour passer au scanner, la vie numérique de notre invité du jour, le journaliste, producteur et analyste politique Alain Foka. Le moindre clic sur la toile pour faire des recherches sur Alain Foka vous dévoile sa vie de producteur d'émissions, de documentaires et autres contenus digitaux sur la quasi-totalité des réseaux sociaux. Une omniprésence qui a participé à asseoir la notoriété de ce fils de policier révélé par les émissions Archives d'Afrique, Médias d'Afrique, Le Débat africain ou Afrique Plus en 32 ans passés à RFI. On a déniché ce que dit Alain Foka et ce qui est dit sur lui. Voici l'essentiel. Son panafricanisme, arme redoutée de son opinion, il l'affiche fièrement comme le rapporte ici Mali Web sur les aides internationales. Les Africains doivent tirer des leçons de l'expérience ukrainienne. Les dirigeants africains doivent toujours garder à l'esprit que l'intérêt de leur pays doit être leur priorité absolue. Aux dirigeants du continent, il a un conseil précieux porté toujours par le média en ligne Maliweb. Les promesses des grandes puissances ne sont que des mots. Leurs belles paroles cachent souvent des intérêts bien calculés. Sur son pays, le Cameroun, le loup blanc garde la perplexité d'un électron libre. Je suis incapable d'expliquer le Cameroun, un pays qui est dans une inertie extraordinaire, où quelqu'un émerge, on lui coupe la tête et avec des applaudissements des autres. Pour service rendu au continent africain, il a la bénédiction de plusieurs fils d'Afrique. Merci beaucoup, monsieur Alain Foka, pour les bons conseils envers nos dirigeants corrompus. Vive une Afrique unie. L'homme aux grands idéaux. Dieu sait combien d'âmes juvéniles se reconnaissent en vous, au nom la terre-mère, Afrique. Force à vous dans la suite du périple africain, cher leader. Les archives d'Afrique nous manquent énormément. Légende, Alain Foka. Merci mon grand panafricain. Vous êtes une lumière pour les jeunes Africains. Avec vous, nous avons appris beaucoup de choses à travers votre émission, Le Débat africain. Vous êtes pour nous une école. Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous avez fait. Nous, on vous souhaite bon vent. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Merci, cher frère Alain. Vous avez été pour beaucoup dans l'éveil de conscience de la jeunesse africaine. Merci pour tout. Dieu vous bénisse. Parlons data maintenant et commençons par cliquer sur Facebook où il compte 582 000 followers. Il suit 40 autres comptes dont ceux de Francis Ngannou, Claudie Siard, Michel Gou, Equinox Télévision et Vox Africa, entre autres. Au moment où nous relevons son empreinte digitale, son dernier post comptait 3000 likes, 150 commentaires et 57 800 partages en 4 jours. Alain Foka sur Facebook, c'est une présence quotidienne et des chiffres élevés. Autre clic, cette fois sur Instagram, où il compte 64 200 followers. Son dernier post fait 457 j'aime, 7 commentaires et 39 partages. Ici aussi, Alain Foka est très présent et a des chiffres d'audience fort élevés. Ce qui nous amène au prochain clic sur YouTube, qu'il a rejoint en 2019 et où il a, tenez-vous tranquille, 1 140 000 abonnés. Les vidéos d'Alain Foka ont été vues près de 84 millions de fois déjà. Alain Foka sur YouTube, ce sont des chiffres fort impressionnants. Autre clic sur TikTok, il a une communauté de 391 500 followers. Sur LinkedIn, il a 30 000 abonnés. Le dernier clic, c'est sur X, qu'il a rejoint en décembre 2021. Notre journaliste a 291 100 abonnés. Sa présence ici est intermittente. La preuve, son dernier tweet remonte au 1er décembre 2024. Voilà un raccourci la vie digitale d'Alain Foka. Le journaliste est présent sur tous les réseaux sociaux et il poste en moyenne tous les jours et en simultané ses différentes chroniques, fruits de ses productions audiovisuelles. Mais attention, Alain Foka ne poste jamais sa vie privée. Alain Foka sur les réseaux sociaux, note de la rédaction 9 sur 10. Mention très bien. Peut encore mieux faire parce que la perfection n'est pas de ce monde. Alain Désiré Foka, votre vie est vraiment digitale. De retour sur le plateau de Renvoi de l'Afrique avec Alain Foka. Alors, on vient de voir tes performances sur le méta, c'est plutôt impressionnant, surtout pour le type de contenu que tu produis, parce que les véritables stars sur les réseaux sociaux, c'est pas les Alain Foka, mais on est surpris avec un contenu comme celui que tu fais d'avoir autant de vues, d'avoir autant de personnes qui te suivent. Je suis moi-même un peu surpris, agréablement surpris, parce que ce n'était pas mon domaine de prédilection au départ. Je pense que j'ai des collaborateurs et mes enfants qui m'ont poussé un peu dedans. Oui, parce que tu es arrivé un peu tard. Je suis arrivé vraiment sur le tard, vraiment sur le tard.
Et j'y ai été poussé par Sébastien Faye, Thomas Holland, Grégory Sankara, mon fils, qui, eux, m'ont dit « Papa, tu ferais un carton là-dessus ». Et puis, autre chose, c'est que c'est la preuve que les Africains ont besoin de contenu, qui n'ont pas juste envie de danser, qui n'ont pas juste envie de voir des histoires de couple, etc. Je pense que les Africains ont envie qu'on leur donne du contenu. Et c'est un peu là où on pêche, nous, Africains, c'est de fabriquer des contenus. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui fabriquent les contenus. Peut-être qu'on devrait être un peu plus nombreux à le faire parce qu'il y a une appétence des jeunes Africains pour la géostratégie mondiale, pour les questions d'histoire, pour les questions de culture, etc. Et qu'il faut qu'on leur en serve. J'en suis content, je suis très content quand je regarde les chiffres. Alors, l'une des choses que j'ai remarqué quand on faisait ce travail, c'est qu'il y a une partie de l'Afrique qui a, j'ai envie de dire, pris une place prépondérante dans les contenus que tu as eu à faire ces dernières années. C'est l'AES. Premièrement, pourquoi ? Je pense que l'AES symbolise un peu l'endroit où on est passé à l'action, en gros. C'est-à-dire que les Africains, globalement, rêvent de changement. Et les pays de l'AES sont ceux qui ont entamé véritablement ce changement. Il ne venait à l'esprit de personne que l'on puisse un jour chasser l'armée française d'un pays et qu'il ne se passe rien. Il ne venait à l'esprit de personne de penser qu'on pourrait leur dire « allez-vous-en, on va se mettre ensemble » et il ne se passe rien. Et l'AES l'a fait. Et forcément, ça suscite l'admiration de ceux-là. Et nous avons été les médias qui avons rendu compte fidèlement de ce qui se passait, sans parti pris. Sans parti pris. Juste en disant, voilà ce qui s'est passé, voilà comment c'est en train de se passer, et en donnant la parole à ceux de l'AES. Je pense, c'est la première explication. Mais je dois quand même noter, puisque ces résultats viennent encore de le démontrer, que ce n'est pas dans l'AES qu'on est le plus suivi. Quand tu regardes, la plus grande partie de l'audience est dans la diaspora. Ensuite, tu as les pays comme la Côte d'Ivoire, tu as les pays comme le Cameroun, comme la RDC, où on a un nombre extraordinaire de personnes qui nous suivent. Donc ce n'est pas que l'AES. Mais le sujet AES passionne parce qu'on a un groupe de pays qui ont décidé de se mettre ensemble pour se défendre. Jusqu'à maintenant, c'était chacun pour soi et Dieu te pousse. Aujourd'hui, ces pays ont dit non, on va affronter ces barbares qui nous attaquent, qui tuent nos femmes et enfants, qui violentent nos populations, en se mettant ensemble, en ayant le droit de poursuite, en ayant des armées qui se mettent ensemble. Ensuite, ce qui séduit aussi, c'est le fait qu'ils n'ont plus de maîtres, véritablement. Ils ont décidé de diversifier les maîtres. Ailleurs, jusqu'à maintenant, il y avait un seul maître qui dictait et qui disait « tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne montes pas, tu ne descends pas ». Aujourd'hui, les jeunes ont envie de ça. Et comme nos jeunes ont voyagé et voient le monde, ils se disent « voilà ce qu'on appelle un peu de la souveraineté ». Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va prospérer? L'essentiel est d'avoir entamé. Et l'AES est certainement la région où on a entamé ce changement qui est quand même assez fort. Alors, ça va faire déjà pas mal de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de bilan, on peut estimer que c'était mieux avant? Où ça? Dans l'AES? Dans l'AES. Je pense que c'est encore trop court pour que l'on puisse le dire. Et puis une révolution, c'est pas sur 3 ans. Un changement, c'est pas sur 3 ans, c'est pas sur 10 ans. Quand tu regardes Singapour, ça ne s'est pas fait en 3 ans. Quand tu regardes les grands pays où il y a eu les changements, ça ne s'est pas fait en 3 ans. Je pense qu'il faut laisser le temps et que ça va être difficile. Parce que c'est les pays enclavés, 2, c'est des pays qui n'avaient pas beaucoup de ressources et l'essentiel de leurs ressources ne leur appartenait pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir même peut-être du découragement chez un certain nombre d'entre eux, une frange de la population, parce que ça n'est pas facile, parce que la vie est de plus en plus chère, mais ils ont entamé quelque chose qui fait que jamais ça ne sera plus comme avant. Ça, au moins, c'est une certitude. Que les gens reviennent, que ce soit les grandes puissances qui reviennent, elles sauront désormais qu'il y a une opinion publique qui n'est pas d'accord, qu'on les regarde plus de la même façon, que la peur n'existe plus, que la condescendance que certains ont affichée n'est plus à l'ordre du jour. Et c'est déjà un changement important. Il y a eu un changement dans le mindset de la jeunesse, et je pense que c'est le plus important. Alors il y a une question qui revient, c'est la question justement du temps. On a 2 écoles aujourd'hui qui se posent.
une école qui estime que la transition doit se faire rapidement, vite fait, et comme ils aiment bien le dire, remettre le pouvoir aux civils ou procéder au retour à l'ordre constitutionnel. Il y a une deuxième école qui estime, et je pense que peut-être c'est celle dont tu fais partie, qu'il faut du temps pour faire une véritable refondation. Alors, quelle est ta religion sur la question? Je sais que je me fais taper dessus par ceux qui ont envie de revenir aux affaires dès que je dis une phrase là-dessus. Mais ces civils étaient là avant. C'est eux qu'on a chassés. Et on les a chassés parce que c'était mauvais. Ils ont été mauvais. Globalement, mauvais. Et c'est pas après 3 ans, loin du pouvoir, qu'ils se sont améliorés. J'y crois pas. C'est les mêmes qui veulent venir se rasseoir pour faire ce qu'ils ont fait pendant 60 ans, c'est-à-dire rien. Donc je ne suis pas là à encourager à tout prix des élections, etc., retour à l'ordre constitutionnel. Quelle constitution? Celle dont on parlait tout à l'heure, qui nous a été léguée? Non, je pense qu'il faut rebattre les cartes. Et je pense que l'essentiel, c'est le peuple. Et que les démocraties électorales n'ont pas donné de résultats. Les mêmes veulent revenir pour recommencer là où ils s'étaient arrêtés. Et je ne suis pas pressé par rapport à ça. Une révolution, ça prend du temps. Et dans le même temps, quand tu regardes les autres pays, on ne leur a pas demandé de faire ça en 3 ans. Puis je suis quand même un peu surpris que des intellectuels, des diplômés de cet ordre-là continuent de mentir aux gens à ce point. Tu sais, le président Macron, j'ai fait une chronique où je montrais le président Macron en train de dire « ils n'ont pas fait d'élection ». Parlant des pays de l'AES. Et l'instant d'après, il dit non, l'Ukraine ne peut pas organiser des élections parce que l'Ukraine est en guerre. Le Mali est en guerre, le Niger est en guerre, le Burkina Faso est en guerre. Et de façon globale, même la plupart des pays africains sont dans une situation de guerre. Pourquoi on leur demande d'organiser des élections sur une partie du territoire en sachant que ça ne sert à rien? On a organisé des élections à RDC. Regarde dans quel état est la RDC. Est-ce que ça a apporté la paix en RDC? J'ai des doutes là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne faille pas un jour organiser des élections, mais est-ce que c'est ça la priorité? À titre perso, je ne le pense pas. Je pense que la priorité, c'est d'abord la paix, que l'intégrité du territoire soit contrôlée. Or, au Mali, vous demandez au Mali d'organiser des élections. Vous demandez au Niger d'organiser des élections. Sur quelle portion du territoire en paix? Vous demandez au Burkina Faso d'organiser des élections. Sur quelle portion du territoire? Alors on a fait la comparaison avec le Gabon. Le Gabon n'était pas en guerre. Le Gabon a connu une transition qui était applaudie par la population et n'avait pas des terroristes sur son territoire. N'avait pas des gens qui coupaient des têtes sur le territoire. N'avait pas une armée équipée par on ne sait trop qui sur son territoire. Comment on peut faire de telles comparaisons si on est de bonne foi? Et ce qui est valable pour l'Ukraine est valable pour l'ensemble de ces pays-là. Personne ne demande aujourd'hui à l'Ukraine d'organiser des élections. Même si, dans une boutade, le président Trump a dit qu'il n'était pas légitime parce qu'il n'a pas organisé des élections et qu'il a peur d'y aller et de perdre. Moi, j'estime qu'il n'a pas organisé des élections, le président Zelensky. Dans une configuration comme celle-là. Ça s'applique aussi à ces pays de l'AES qui sont dans une guerre tout aussi, au moins aussi violente. Et contre des gens, on ne sait pas d'où ils viennent et comment ils s'arment. Vous avez des gens qui ont même des drones. Bien sûr, des groupes terroristes. Ils sont quelquefois plus armés que les pays concernés. Et on vous dit organiser des élections dans la même situation. Ça va un moment. Alors, on a écouté le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso dire clairement que le Burkina Faso n'est pas en démocratie, mais c'est une révolution. Et effectivement, pour dire qu'il faut sortir de ce schéma parce que c'est le temps de la refondation. Il faut remettre des bases solides avant de repartir parce que peut-être pour mettre de l'eau à ton vin, on a l'impression que les gens ont oublié l'histoire. Les transitions rapides, on en a connues en Afrique. Ça n'a pas empêché des coups d'État, ça n'a pas empêché des morts et tout. Est-ce que, selon toi, pour une fois, il faudrait que ces coups d'État aient été les derniers? Parce que ce serait ça, en fait. Moi, je n'entre pas dans les batailles des coups d'État, dernier, premier, etc. Je pense que celui qui fait juste l'effort voit ce qui s'est passé en Amérique latine à une période de notre histoire ou en Asie à une période de notre histoire. Je pense qu'on est trop enfermé dans des cadres avec des mots qui sont bien, ça sonne bien à la télévision, etc. Et on se repart le soir tranquillement chez soi en sachant qu'on n'est pas menacé.
Ceux qui disent ça sont loin des terrains des conflits. Ceux qui disent ça sont loin de la réalité de tous les jours. Je pense que ce qui est urgent dans nos pays, c'est de donner à manger, à boire, de soigner les gens. Voter tous les jours n'est pas la solution pour l'instant de mon point de vue. Et je pense que les Africains doivent s'appliquer à trouver des textes qui soient adaptés à leur environnement avant de commencer à entrer dans une autre phase. Pour moi, dans ce pays-là, vous organisez des élections aujourd'hui, vous avez les mêmes qui étaient là avant, qui sont allés négocier leur place auprès des grandes puissances qui les soutiennent. Et ils vont refaire exactement ce qu'ils ont fait pendant les 60 dernières années. Asseyons-nous, discutons, faisons des textes comme l'ont fait les Chinois. Ils sont les premiers aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, ils sont les premiers aujourd'hui. Leur problème n'était pas qui a voté, qui n'a pas voté. Et je ne pense pas que la situation des Chinois soit plus mauvaise que celle des Africains où il y a la démocratie. Et on a besoin de chefs forts, avec de vrais contre-pouvoirs, mais des chefs qui sont capables d'impulser le changement. C'est ça ma préoccupation. Je sais que je vais me faire taper dessus encore une fois. Je commence à Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te préoccupe? Non, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un âge où je peux dire ce que je pense et dormir le soir en disant « au moins je dis ça ». Ça braille beaucoup, mais tu ne m'as jamais vu répondre à quoi que ce soit dans ce domaine-là, parce que j'ai la ferme conviction de ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fréquenté suffisamment d'opposants et de chefs pour pouvoir avoir une opinion qui ne soit pas si médiocre que cela. En disant, je vois quelles sont les limites de chacun. J'ai vu des gens qui étaient dans l'opposition, qui sont arrivés aux affaires, et quand on a discuté en off, ils se disent, Alain, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je dis, mais tu disais pas ça avant. Il te met devant la réalité et ça te calme. Notre problème, Jules, on peut peindre ça en blanc, en noir, en rouge, c'est le même, c'est le système. Quel est le système qui est adapté à nous? Et personne ne viendra faire ce système à notre place. C'est nous qui devons le concevoir, avec courage, avec beaucoup de courage. Et si on a peur qu'on nous tape dessus, mais on ne changera rien. Je pourrais rester là et faire le bon journaliste toute l'année en disant que ce que les gens ont envie d'entendre, en parlant de démocratie toute la journée, en parlant des droits de l'homme toute l'année, mais ça ne changera rien. En étant du côté des ONG qui sont financées par des gens qui ont des projets, vous voyez des gens, ils disent je finance telle ONG, personne ne se pose la question de savoir ce que vient faire Soros dans tout ça. Aujourd'hui, Trump est arrivé et a montré qui sont ces gens-là qui financent ces ONG, qui veillent sur les intérêts de ces grandes puissances. Bien sûr. Mais lorsque vous touchez à un bonhomme de ces ONG-là, alors là, c'est toute la société qui vous tombe dessus, avec l'aide des médias qui sont préparés pour ça. Alors on va sortir de l'AES avec également une perche que tu m'as tendue, la question des droits de l'homme. Ce qui revient ces derniers temps, c'est justement dans ces pays-là, on ne respecte pas les droits de l'homme, il y a effectivement des disparitions sommaires, on entend ça un peu partout. Et concernant le cas du Mali, il y a eu une décision politique qui a fait grand bruit, la suspension ou bien la dissolution de tous les partis politiques. Alors comment est-ce que tu réagis à ça? J'ai une réponse en plusieurs volets, Jules. Le temps est toujours notre adversaire. Les droits de l'homme. Jules, toute la planète vit en direct ce qui se passe à Gaza. Israël est un État démocratique, d'après ce que j'ai cru comprendre, depuis toutes ces années. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés à Gaza? J'ai des gros doutes là-dessus. Est-ce qu'on entend des gens crier à ça? C'est maintenant seulement. Tu te souviens quand ça a commencé et que nous on disait... Il n'y avait pas moyen de parler. Il n'y avait pas moyen de parler. Dès que tu disais aujourd'hui, antisémite, tu vois pas ce que on a des voix dissonantes. Antisémite. Aujourd'hui, les voix dissonantes sortent. Les droits de l'homme. Partout, tu entends les droits de l'homme. On a vu aux États-Unis d'Amérique arrêter des gens sans justice, sans quoi que ce soit, et les ramener dans des pays d'où ils venaient. Personne n'a rien dit. Donc, en matière de droits de l'homme, on va se calmer un peu. Ensuite, quand je regarde ces pays-là, c'est des pays en guerre. Ça ne justifie pas qu'on enlève quelqu'un. Ça ne justifie pas que quelqu'un vienne être arraché à sa famille. Mais je suis mal placé pour juger de la qualité, des raisons pour lesquelles on a arrêté tel ou tel. Et il te souvient que dans une chronique, j'ai quand même fait la réflexion aux gens de l'AES en disant peut-être qu'il faudrait faire attention de ne pas arrêter les gens tout le temps. Ça n'est pas bon. Mais aujourd'hui, on est dans des états de guerre, dans l'AES. Et je suis
pas outillé. Ou l'adversaire aussi, je complète, l'adversaire est complexe. Complexe. L'adversaire n'est pas facilement identifiable. Il n'a pas un uniforme. Il n'a pas un uniforme Il n'a pas un qu'il camp. reconnaît. Donc, voilà. Donc c'est très complexe et je ne veux pas me mouiller avec tout ça en disant je suis pour, je suis contre, etc., etc. Je reviens au débat. Ces États sont en train de traverser une période particulièrement compliquée. Peut-être qu'on doit se mettre ensemble pour les accompagner pour que ça ne se passe pas mal. Parce que si ces États échouent, on va faire un recul de 50 à 100 ans en arrière. Et je déplore l'indifférence de la plupart des nations africaines à les accompagner, parce que quand on dit tout ça, je n'ai pas vu des États africains envoyer des armes là-bas pour les aider. Au contraire, ils voulaient faire la guerre. Ils voulaient leur faire la guerre. Hein? Alors qu'ils sont en train de faire quelque chose qui est salutaire, lutter contre le terrorisme et contre une certaine, on va dire, une certaine colonisation qui continuait. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et sur la question des partis politiques, notamment au Mali. Il te souvient, parce que tu es Mansa, qu'avant tout ça, nous avions dit à Mansa que nous étions pour que dans nos pays, on ait un nouveau système qui accepte 2 ou 3 partis politiques. J'estime que 200, 300 partis politiques, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. S'ils ont décidé de dissoudre ces partis pour qu'on reparte sur des bases plus solides, je peux comprendre. Je ne suis pas dans leur esprit. Mais ce que je sais, c'est que 200, 300 partis politiques, ça n'est pas raisonnable. On est d'accord? C'est la mode dans la plupart des pays d'Afrique, notamment. C'est la mode dans la plupart. Vous avez quelqu'un qui a envie 200 d'être connu? partis politiques. Au Mali, c'est plus de 300 partis Tout à fait. politiques. Au Cameroun, c'est pareil. Vous avez quelqu'un qui est un peu connu, qui a eu un peu d'argent. Il va dans son village, il recrute 2, 3, 4 personnes, il dit « j'ai créé mon parti politique ». Il n'a aucune idée, aucun projet, aucune proposition, aucune vision. Et il est protégé parce que si vous fermez son parti, on dit « oh là là, on a fermé les partis politiques ». J'estime que le moment est venu de mettre de l'ordre dedans. Je n'ai pas discuté avec les autorités maliennes sur la question, je n'ai pas discuté avec les autres sur la question, mais j'estime que s'ils vont dans ce sens pour qu'on crée moins de partis, pour qu'il y ait de l'ordre mis dans ce domaine-là, je serais plutôt pour. Est-ce qu'ils font disparaître les partis définitivement? Ça, je n'en sais rien. D'accord. Alors, on va sortir de l'AES pour parler de Mansa, effectivement, parce que tu as évoqué Mansa tout à l'heure, qui est un projet que nous avons en commun. Et on sait que 2025, c'est une année, j'ai envie de dire, très importante pour Mansa. Et il y a cette grande conférence qui est annoncée depuis un certain temps, du 26 au 28 juin, à Lomé, au Togo. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Parce que je tiens à rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, que tu es le président de Mansa. Alors, c'est quoi cette conférence? Et en quoi est-elle différente? Parce que Mansa a eu à faire des conférences un peu partout. Et en quoi est-ce qu'elle sera différente? Moi, je suis obligé de parler un peu de genèse, Jules. Je dis toujours, le rejet ne saurait constituer un projet. Le seul rejet ne saurait constituer un projet. Ça fait 140 ans qu'on a divisé l'Afrique, 140 ans cette année que la conférence de Berlin a eu lieu. 140 années, nous avons pleuré, dénoncé. C'était utile de dénoncer pour que chacun au monde voit à quel point nous avons souffert dans notre chair. Pendant ces 140 ans, on a coupé des mains parce que certains n'ont pas produit suffisamment de café et de cacao pour le mettre. On a tué des gens, on a assassiné des leaders politiques parce qu'ils étaient en dissonance avec le son du maître. On a pleuré. À un moment donné où tu as pleuré, tu dis, ok, on a écouté nos pleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'idée de Mansa. C'est de dire, qu'est-ce qu'on propose? Arrêtons de pleurer seulement, continuons peut-être de pleurer, mais proposons quelque chose. Proposons et on va discuter de ça, tous ensemble. On ne dit pas que ce qu'on va proposer est forcément extraordinaire. Il va y avoir du déchet, il va y avoir des choses inacceptables, mais on partira sur la proposition. Les Chinois ont proposé des choses, leur pays est devenu la plus grande puissance économique au monde, on peut dire ce qu'on veut, c'est le cas. Nous, Africains, on ne va pas continuer tout le temps de pleurer. Donc Mansa procède de cette idée, de dire, asseyons-nous et discutons. Nous ne sommes pas plus intelligents que d'autres. Nous n'avons pas de baguette magique, mais commençons à proposer quelque chose. Donc 140 ans après, on s'est dit, voilà, le principe de Mansa, dont le slogan est « Repenser, transformer l'Afrique et inspirer le monde ». Asseyons-nous et faisons des propositions dans différents domaines. Discutons ensemble pour voir ce que nous pouvons faire de notre continent.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça l'objet de cette rencontre, du 26 au 28 juin à Lomé. De dire, venez qu'on s'asseye et vous voyez ce que nous avons proposé, vous jugez et ensemble, on voit comment évoluer dedans. Puisque dans un pays, on n'arrive pas à le faire, soyons ensemble pour le faire, parce qu'unis, on est fort. C'est ça l'idée de Mansa. Ce n'est pas de dire, il y a des bonhommes qui sont plus intelligents que d'autres qui ont décidé de changer le monde. Non, on ne peut pas, on n'en a pas les moyens, qui sommes-nous? Mais c'est de dire, commençons par quelque chose, un petit noyau, pensons à quelque chose et proposons ça à l'Afrique. Et on analyse. Et en quoi, justement, la conférence de Lomé va être différente des autres conférences Mansa qu'on a eu à voir à Bamako, à Conakry, à Kinshasa et à Lomé? Elle est très différente. Elle est très différente, pourquoi? Parce qu'on allait à la rencontre des gens à ce moment-là pour faire connaître Mansa et pour entamer la discussion avec eux. On s'est nourri un peu de ces différents déplacements sur les pays. Aujourd'hui, on vient dire, voilà, voici les propositions que nous faisons dans le domaine des sciences et technologies, dans le domaine des institutions et la gouvernance, dans le domaine du sol et du sous-sol, dans le domaine, on va dire, de l'économie et de la finance. Les gars, voilà ce que nous proposons. Peut-on en discuter? Et dans cette conférence, il y a plus de 1500 personnes qui se déplacent au Togo. Il y a plus de 5000 personnes en ligne qui peuvent interagir, qui peuvent venir sur nos sites, qui peuvent venir sur toutes nos plateformes pour qu'ensemble on partage. Et ce que Mansa a de particulier, c'est que nous permettons, nous encourageons, nous facilitons la création des clubs Mansa sur toute la planète. On en a aujourd'hui des milliers qui se créent. Pour que dans chacune de ces régions, dans chacun de ces coins, les gens puissent discuter de projets, Jules, qu'on construise. Pas qu'on soit juste en train de dire, ils nous ont fait du mal, oh mon Dieu, ils m'ont fait mal, j'ai mal là. Oui, on sait, c'est vrai, et on doit continuer de le dire. Mais maintenant qu'il t'a fait mal, comment tu guéris ça et te lèves et tu es un homme et tu vas à la conquête du monde? C'est ça, Mansa. Allons à la conquête du monde. Alors, cette conférence, qui est visiblement très attendue, pose un certain nombre de problèmes. De plus en plus, les gens demandent comment y participer. C'est curieux, on est à presque 3 semaines de l'événement, mais visiblement, est-ce que vous ne craignez pas d'être débordé en fin de compte? Quand je dis vous, c'est vous, les Mansa. Débordé, je ne pense pas qu'on puisse facilement être débordé parce qu'on s'est organisé pour que les gens s'inscrivent. Les gens s'inscrivent sur le site de Mansa, mansa.com, et on a tout organisé de façon à ce que celui qui veut venir va venir sur place. Et là, on a déjà des milliers d'inscriptions, des gens qui vont effectuer le déplacement, des gens qui viennent de partout dans le monde. Je pense qu'il y a des gens qui viennent des Barbades, des gens qui viennent de Haïti, des gens qui viennent des Antilles, de la Réunion, etc. Parce que c'est l'endroit où nous devons discuter ensemble. Okay? Et puis, il y a ceux qui seront en ligne. On a mis un dispositif extraordinaire pour qu'il y ait des milliers de gens qui participent en ligne. Et je pense aujourd'hui que nous sommes plutôt contents des inscriptions. Mais les inscriptions se poursuivent. Il faut continuer de les inscrire sur notre site mansa.com parce que c'est l'endroit où on doit réfléchir sur ce qu'on veut devenir. C'est le début de la réflexion. Et nous devons nous construire au fur et à mesure. Nous n'avons pas la science infuse. Nous n'avons pas la solution toute faite. C'est ensemble qu'on doit construire cette solution. Et plus on est nombreux pour le faire, mieux ce sera. Alors, pourquoi Lomé alors, Foka? On sait que Mansa a été lancé à Lomé. Cette première grande conférence, elle est à Lomé. C'est une question que j'ai piquée sur les réseaux. Tout le monde se demande, mais pourquoi Lomé pour une conférence aussi grande? Pourquoi pas Lomé? Pourquoi pas Lomé? Je suis un peu embêté par cette question parce qu'on en arrive à démontrer à tout le monde qu'on n'est pas si panafricaniste que ça. Lomé est certes un petit pays, mais c'est une grande nation, pour paraphraser quelqu'un. Et j'estime que Lomé est le lieu où tout le monde peut venir de façon plus simple. On a ici un hub d'Askai qui ramène les gens de partout d'Afrique tous les matins. C'est l'un des plus grands hubs du continent. Et puis Lomé accueille beaucoup de choses. Beaucoup d'institutions financières sont installées dans cette ville. Beaucoup d'entreprises viennent mettre leur siège social ici parce que c'est un petit havre de paix. Et à la réalité,
Pourquoi pas Lomé? J'ai du mal à comprendre ça. Alors Alain, les gens font un peu effectivement référence à pourquoi le Togo, parce qu'on ressent un peu peut-être comme une redondance du Togo dans ce que tu fais. Je pense que je n'ai jamais fait mystère, et je l'ai dit dans notre dernière rencontre, que j'ai une relation privilégiée, Dieu merci, et j'en suis flatté avec la famille Gnassigbe depuis des années. Jules, tu sais depuis combien d'années je connais cette famille-là, ça ne date pas d'aujourd'hui, et je viens dans ce pays depuis au moins 30 ans. 89, c'était la première fois où je suis venu ici. Donc je n'ai pas à avoir honte de ça, j'assume totalement mon amitié. La deuxième des choses, c'est que je suis un peu surpris par ces panafricanistes qui disent panafricain, panafricain, panafricain toute la journée, mais qui estiment que chaque Africain doit être dans son pays. Je suis Camerounais, je dois aller au Cameroun. Celui qui est ivoirien doit aller en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme ça que je vois le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est ce mélange-là. Et je pense que toute ma carrière, j'ai essayé d'être dans tous ces pays-là. Je pense que j'ai monté des plateaux et des représentations à faux médias dans beaucoup de pays, en RDC, au Congo et dans d'autres pays que je ne vais pas citer entièrement ici. Mais bizarrement, ce qui est légitime pour eux, c'est que je reste à Paris avec AFO ou avec Mansa. Si j'avais monté Mansa à Paris, tout le monde serait bien content. Mais monter en Afrique, ça fait désordre. Je n'entre pas dans ce débat-là qui, pour moi, est un débat un peu éculé. Oui, je suis au Togo. Je me sens aussi bien au Togo que je me serais senti ailleurs, bien. Et le Togo nous a fait l'honneur de nous accueillir, à la vérité. Est-ce que quelqu'un aurait dit non si on lui avait donné le moyen de venir installer sa structure Mansa de réflexion dans son pays? Je ne crois pas. Donc, quel que soit le pays où on va aller, on va subir la critique. Je m'excuse auprès des Togolais s'ils voient ça comme une intrusion, mais pour moi, c'est plutôt venir pour qu'ensemble on construise. Alors, et je ne me mêle pas de politique. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, je ne me mêle pas de politique. J'ai même cru apprendre que je participais à... Oui, j'allais en venir. J'allais en venir. Mais avant de venir là-dessus, je voudrais quand même, parce que j'ai été surpris que tu assumes ton amitié avec le président Faure Gnassingbé. Pourtant, il me souvient que tu m'avais dit que les chefs d'État n'ont pas d'amis et qu'on ne peut pas être ami d'un chef d'État. C'est vrai, on n'est pas vraiment ami d'un chef d'État. Moi, j'ai connu le président avant qu'il ne devienne président. Et je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que ce soit juste l'amitié qui nous lie. Non, je ne crois pas vraiment à l'amitié avec le chef de l'État. On peut collaborer avec, etc., etc. Mais il s'avère qu'on a négocié quelque chose. On veut être dans ce pays pour installer Mansa. Il a dit oui. Et il ne nous est pas hostile. Je ne pense pas que ce soit un débat là-dessus. J'assume cette amitié, j'assume cette proximité, si tu veux. D'accord. Alors justement... la question revient sur ton rôle au Togo. Apparemment, tu es très puissant au Togo, parce qu'on est aujourd'hui dans une nouvelle république au Togo, où il y a eu un changement. On est parti d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le président Faure Gnassingbé, qu'on continue à appeler président, est désormais le président du Conseil. Il y a un nouveau président de la République qui a été élu par les parlementaires. Quel est le rôle, Alain, que tu as joué dans tout ça? Quand j'écoute ça, je suis épaté. Je suis... Comment dire ça? Je me suis regardé dans la glace en disant, j'aurais ce pouvoir-là? Non mais, Jules, tu te rends compte que moi, Foucault, j'arriverais à influer sur une constitution. Mais ça veut dire que je suis tellement puissant que je n'en avais pas conscience. Soyons sérieux. Quand on est opposition et qu'on veut être crédible, il faut choisir des choses qui soient plus crédibles. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour pouvoir interférer dans la Constitution. Je vois des gens que je prenais pour sérieux qui sont capables de répéter des choses pareilles. En quoi puis-je influer sur une Constitution? Il s'avère que, il y a d'abord 7-8 ans, j'avais dénoncé le système global, comme je viens de le faire tout à l'heure, sur est-ce qu'il ne faut pas revoir nos constitutions, l'adapter à notre environnement, y ajouter des choses, et nous y réfléchissons au sein de Mansa. Mais de la réflexion d'un journaliste avec ses camarades au changement de constitution, je suis quand même un peu impressionné par le raccourci. Maintenant, si ça les arrange de penser ça, je les laisse penser ça, je ne réponds même pas à ça, parce que je trouve ça totalement absurde. Et je trouve que c'est une insulte pour le président en question, parce qu'il a préparé ça. Il a préparé sa modification constitutionnelle, il l'a faite, comme ça s'est fait, et on m'attribue ça. Bon,
je suis content de savoir que je suis aussi puissant. Si j'avais cette puissance-là, si j'avais conscience de ça, peut-être que je devrais faire ça dans beaucoup d'autres pays. Il y a des pays qui ont vraiment besoin de ce pouvoir-là. Absolument. Il faut que tu utilises ton pouvoir pour des pays qu'on ne va pas citer. Ils vont finir par faire que je me prenne au sérieux. Ils vont finir par faire que je me prenne au sérieux. Non, soyons adultes. Quand on est homme politique, on doit trouver des arguments qui tiennent un peu plus compte des attentes des gens. Une constitution, ce n'est pas un jeu. Mais tu dois remarquer qu'on n'a jamais accusé les Européens qui viennent faire ces constitutions-là d'avoir fait quoi que ce soit. On les encourage, on enseigne ça à l'école. Ils sont là tout le temps. Oui, on enseigne ça à l'école. Moi, je fréquente ces présidences-là depuis toutes ces années et je vois des instituts des différents pays occidentaux dans les présidences installés. Ils appellent ça des think tanks. Installés dans les présidences, ça ne gêne personne. Aucun de ces intellectuels. On sait qu'ici au Togo aussi, il y a eu un think tank. Je veux dire, on peut citer les instituts Tony Blair, qui sont dans beaucoup de présidences, ça ne dérange personne. On les a vus en Guinée, en République de Guinée aussi à un moment donné. Tony Blair aurait plus de raisons de proposer ces changements en Afrique qu'il ne fréquente pas que moi peut-être. Encore que je n'ai rien proposé jusqu'à maintenant. J'aimerais, je pense qu'ils m'ont donné des idées. Ils m'ont donné des idées sérieusement et je pense que Mansa doit s'employer à aller proposer ce genre de choses de façon un peu plus affirmée parce que finalement, visiblement, on a gagné un galon. Alors, la question du Togo, je m'en voudrais déterminer si je ne pose pas cette question. Il y a une nouvelle république. Mais effectivement, on ressent aussi, que ce soit en échangeant avec certains Togolais ou sur les réseaux sociaux, une forme de tension interne. Les gens se plaignent du coût de la vie, notamment l'augmentation du prix de l'électricité. Les gens se plaignent aussi d'un climat de terreur avec des arrestations de certains activistes. Comment est-ce que tu vis tout ça? Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut nier, il y a une réalité, il y a une tension. Est-ce que toi qui es plus souvent à Lomé, est-ce que tu ressens cela? Je pense que sur la question du coût de la vie, j'entends beaucoup ça. J'entends beaucoup ça partout où je vais finalement. Je viens du Congo démocratique, où c'est la même complainte. J'étais à Abidjan, j'entends les mêmes complaintes. Dans les pays de l'AES, tout le monde parle du coût de la vie, etc., qui est un vrai problème. On ne va pas l'éluder. Il faut plutôt chercher des solutions pour que ceux qui en ont besoin puissent manger, qu'ils puissent se nourrir proprement, que les populations soient plus à l'aise. Contre ça, ou pour ça, qu'est-ce que je peux, moi, Foka? Je me souviens de Guillaume Soro qui disait que quand même la poule, lorsqu'elle est malade dans le quartier, on lui attribue la responsabilité de ça. Moi, je ne suis qu'un journaliste et quelqu'un qui essaie de penser. Non, tu es l'ami du président. Maintenant, être peut-être l'ami du président ou un proche du président, est-ce que c'est moi qui gouverne? Mais tu peux parler au président. Parce que tu penses que le président ne sait pas ce qu'il y a comme climat dans son pays? Il a besoin de Foka pour lui dire ce qu'il y a comme climat dans son pays? Non. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus rationnel, pragmatique. Oui, il y a des problèmes dans tous ces pays-là qui sont des problèmes du coût de la vie, qui sont des problèmes de santé publique, etc., etc. Et il va falloir mettre la pression sur ces dirigeants-là pour qu'ils s'en préoccupent véritablement. Une fois que j'ai dit ça, quel est le pouvoir que j'ai? On m'attribue un tel pouvoir que par moment, je me dis, mais c'est toi, Alain Foka, qui a tout ce pouvoir-là? C'est dingue. Tu hériterais de ce pouvoir de qui, en réalité? J'ai dit ce que je pense, et je pense, Jules, que tu sais que toute ma carrière, je l'ai dit. Mais à un moment donné, il ne faut pas que non plus je sois celui qui doit porter la responsabilité des choses qui ne me concernent pas. Il y a des problèmes de coût de la vie, c'est certain. Il y a eu un changement de constitution dans le pays. Il y en a qui ne sont forcément pas contents parce qu'ils n'y ont pas participé ou parce que ça grève leur projet. Je peux le comprendre. Mais je n'y suis pour rien, moi. Un mot rapide sur l'activiste arrêté qui, depuis lors, a été libéré. Est-ce que ce n'est pas des choses qui concourent à renforcer les tensions dans le pays? Voilà la preuve que je ne suis pas conseiller. C'est ça la preuve parfaite. Jules, est-ce que tu penses que je peux être dans un conseil d'un chef d'État, si proche qu'on dit, auprès des décisions, et je laisse arrêter quelqu'un, un activiste? C'est la meilleure publicité que tu puisses faire à un activiste. Moi, conseiller, je n'accepterai pas qu'on arrête quelqu'un parce que tu viens de lui faire une publicité extraordinaire. Donc, à titre de conseiller, tu dirais, laissez-le parler.
et que ça procède de la liberté de parole. Je suis plus pour ça que d'empêcher à des gens de parler. Il y a des gens qui m'insultent toute la journée sur mes réseaux, sur mes plateformes. Je n'ai jamais réagi, je les laisse parler. Alors, est-ce que ça n'est pas la preuve que je ne suis pas conseiller et qu'on ne me consulte pas pour ce genre de choses? Je me réjouis parce que j'ai quand même posé la question de savoir qui c'est ce monsieur que l'on a arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai posé la question, je te le garantis. Mais sauf que quand j'ai découvert le truc, on le libérait déjà. Et j'ai cru comprendre qu'il a fait son mea culpa, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne suis pas ça au quotidien. Mais moi, je suis pour qu'on n'arrête jamais personne pour ses idées et que c'est une très mauvaise stratégie de communication que d'arrêter un activiste. Alors jusque-là, je ne sais pas s'il était connu. Toi, tu le connaissais, toi? Non, pas du tout, mais on l'a découvert justement. On l'a découvert en fait, parce qu'à chaque fois que quelqu'un est arrêté pour ses opinions, nous qui passons notre vie à émettre des opinions, on est forcément sensible. On est sensible à ça. Or, non. Je voudrais que ceux qui écoutent là, ça, voilà la preuve que je ne suis pas si proche que ça, parce que si j'étais conseiller du président fort en matière de communication, tous ces activistes, personne ne les inquiéterait. Ce monsieur, je ne le connaissais pas, et quand j'ai découvert, j'ai posé la question pourquoi on a arrêté ce monsieur, sauf que ce monsieur était libéré, d'après ce que j'ai cru comprendre, il avait fait son mea culpa, et je n'entre pas dans ce débat-là, et je ne sais pas, à un moment donné, qu'on comprenne que moi je suis journaliste, et je suis leader d'opinion aujourd'hui. J'exprime des opinions positives. Comment on peut faire? Je fais des propositions. Elles peuvent être très mauvaises, médiocres, mais je propose. À partir de cette proposition, on peut construire aussi, ou on peut détruire, mais on peut surtout construire, mais qu'on ne soit pas statique à pleurer simplement. Mon panafricanisme est un panafricanisme de construction, de proposition, pas de complainte. Et je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit. Je ne suis pas le porte-parole des idées des autres. Je pense que les idées des autres qui nous ont gouvernés pendant les 60 dernières années ou les 100 dernières années ont été mauvaises. Déconstruisons pour construire des nouvelles qui soient conformes à notre pensée, à nos réalités, à notre vision, à nos traditions, à nos us et coutumes, à nos valeurs. Ça, c'est ce qui m'anime chaque jour. Je peux être très mauvais. Peut-être que je fais de mauvaises propositions, mais qu'on me juge sur les idées, pas sur les histoires en dessous de la ceinture ou sur mes amitiés avec tel ou tel. Les gens de l'opposition de chacun des pays savent que j'ai des relations apaisées avec eux. Je vais dans tous ces pays-là et je discute avec tout le monde. Donc je ne vais pas me justifier là-dessus. Merci beaucoup Alain. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de cette émission. Pour sortir, il y a des Africains, quelques-uns qui ont tenu à t'envoyer des messages et surtout à te poser pour certains une question. On écoute et tu réagis pour qu'on se sépare. Je suis votre fan et j'aimerais que vous trouviez d'autres solutions aux problèmes que pose l'Afrique actuellement. D'éveiller les talents des jeunes africains, donc ils travaillent à l'africain. Donc un mot d'encouragement pour lui et force à lui à tout ce qu'il fait à l'endroit des Togolais et des autres jeunes de l'Afrique. J'aime ce que tu fais et j'adore. Continue toujours en avant. Nous sommes sur toi, toute la jeunesse est derrière toi. Qu'il essaie de nous donner encore beaucoup plus d'informations par rapport à nos dirigeants africains. J'apprécie beaucoup ce que vous faites et j'aime beaucoup vos combats, vos différents combats. Alors, comme tout bon Africain, j'espère que ces combats sont sincères et que ce soit pour aider le peuple. Un jour, l'Afrique aura son mot à dire dans l'histoire. En tout cas, je suis parfaitement content quand même de cette initiative. Maintenant, je l'encourage d'aller plus loin. Je suis Alain Foka, je suis ému par votre travail. Je félicite ce que vous faites au quotidien. Frère, vraiment, j'admire tout ce que vous faiت. J'admire, je suis votre admirateur. Continuez à le faire. Creusez l'information, on a besoin de ça. Parce que le monde périt faute de connaissances. Donc, je vous exhorte de fouiller, continuer toujours à fouiller l'information et nous donner, et nous mettre à notre disposition. Une question à poser à Alain Foka. S'il arriverait qu'on lui propose d'être président d'un pays, quel pays il choisira? Ce que je peux vous dire, c'est de continuer tout simplement de ce que vous faites. La jeunesse camerounaise et le monde entier vous soutient dans votre combat, votre challenge. Les mauvaises langues nous disent que vous n'êtes plus là parce que vous avez créé
votre organe de presse. Et jusque-là, on n'a pas d'autres informations précises. Alors, on aimerait davantage vous écouter. Si justement vous avez donc un autre organe de presse, votre organe de presse, dites-nous et édifiez-nous davantage et on sera toujours avec vous. Alors on revient, on a vu des messages, beaucoup de messages de félicitations et d'encouragement, mais il y a un qui m'a particulièrement interpellé, c'est la question de ce Sénégalais qui demande s'il t'était donné de choisir un pays pour en aigle au président, ce serait lequel? J'avoue que la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de devenir un jour président. Je suis un homme libre, je fais ce que je veux où je veux, quand je veux, et je n'ai pas envie de m'enfermer dedans. Je ne suis pas admiratif de cette position, de cette fonction, parce que c'est une punition extraordinaire où, quel que soit ce que vous faites, on vous tape dessus. Donc oui, je n'ai pas à choisir un pays. Ça veut dire qu'Alain Foka n'a pas d'ambition politique? Aucune ambition politique, et je le dis avec force, aucune ambition politique. Je suis dans une posture où je dis ce que je veux et ça me conforte d'être dans cette situation-là, et je n'ai pas envie de m'enfermer où que ce soit. Donc si quelqu'un a peur, qu'il se dise que ça ne m'intéresse pas. En tout cas, Alain Foka, merci infiniment. Et je finis, si tu permets, en disant, tu vois, je n'aurais même pas parlé de mon média, qui est Info Média, qui est ma façon à moi de faire différemment le métier qui a été le mien. On m'a enfermé dans un truc pendant des années, pas mon employeur, le modèle, le système du journalisme, qui veut qu'on soit neutre. Or, on ne l'est pas. On est tous des gens d'opinion. Moi, je vais faire du leg. Je vais laisser quelque chose, permettre à des jeunes de s'exprimer différemment, de sortir de ce vaste mensonge. Et on a créé Info Média pour que ce soit l'endroit où on parle de l'Afrique à notre manière. Sans complaisance, mais sans condescendance. En disant les choses comme elles sont, avec nos mots, avec nos paradigmes, avec nos réalités. Et j'invite tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'accompagnent à télécharger l'application Info Média pour voir comment on fait différemment le journalisme. Un journalisme d'opinion assumé. Ça, c'est ce qui me préoccupe tous les jours aujourd'hui avec Mansa également. C'est de dire, parlons de nous, de nos traditions, de nos rites, de notre manière d'être, de notre actualité différemment. Sans phare, sans mensonge, en regardant dans les yeux ceux à qui on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'invite donc ceux qui regardent cette interview à s'y coller. Cette interview qui a été faite dans des conditions quand même chaudes, hein, puisque on est dans un endroit où tu as coupé la climatisation, et je transpire à grosses gouttes. Et ça, c'est surtout la faute de Sébastien Faye qui nous amène dans des endroits où on coupe la climatisation. Là, je transpire, alors que je ne suis pas quelqu'un qui transpire généralement. Mais ça veut dire que les choses se sont bien passées et que tu es en bonne santé. Tu sais, transpirer, c'est aussi une preuve de santé. Mais pas dans ce cas-là, c'est l'obligation. Je dis à ceux qui nous regardent que Sébastien Faye ne me traite pas correctement. Merci beaucoup Alain. En tout cas, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci d'avoir accepté de répondre de manière franche, comme c'est souvent le cas à toutes les questions. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.